Bonjour à tous, bienvenue dans le futur de l'agence. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont tout le monde connaît le nom, mais que très peu d'entreprises comprennent vraiment. Le cyberrisque. Et c'est peut-être précisément ce qui rend ce risque aussi dangereux. Pendant longtemps, dans l'assurance, on a appris à protéger des choses visibles. On sait parler d'incendie, on sait parler de dégâts des eaux, de pertes d'exploitation. Mais aujourd'hui, l'un des plus grands risques et l'un des risques les plus violents pour une entreprise peut partir d'un simple clic, d'un mot de passe trop faible, d'un prestataire mal sécurisé ou d'un email ouvert trop vite, ou d'un système qui n'a pas été mis à jour. Le cyberrisque est donc passé d'un sujet technique à un sujet systémique, et on verra comment. Ce qui m'intéresse dans cet épisode, c'est de comprendre comment on transforme un risque technique en sujet de direction, comment on rend visible un risque invisible, et surtout comment les agents, les courtiers, les assureurs peuvent prendre une vraie place de conseil sur un sujet aussi stratégique. Ce sujet est loin d'être anodin. En France, les violations de données se multiplient et nous sommes malheureusement le premier pays européen en termes d'attaques de données, avec plus de 500 000 cyberattaques en 2025, soit une augmentation de plus de 25%. Récemment, on l'a vu aussi avec l'attaque en avril de ANTS qui concerne des données liées à nos démarches administratives, nos passeports, nos cartes d'identité, nos permis. Ce qui est frappant, c'est que le danger n'est pas venu d'une cyberattaque extrêmement sophistiquée, mais d'une API mal protégée. Alors une question se pose, est-ce qu'on veut une société qui contrôle, qui accumule toujours plus de données au même endroit, ou une société de résilience capable de protéger, de réagir, de responsabiliser ses acteurs? C'est dans ce contexte que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thomas Renaud, directeur général de Stoic France. Stoic est un acteur particulièrement intéressant parce qu'il ne se positionne pas seulement comme une assurance cyber, mais comme un modèle 360 qui combine assurance, outils de cybersécurité, supervision et intelligence artificielle. Pendant cet épisode, vous verrez Stoic de l'intérieur grâce au reportage que nous avons pu faire chez eux, donc restez jusqu'à la fin de l'épisode. Avec Thomas, je veux comprendre pourquoi le cyberrisque est encore aussi mal compris de la part des entreprises, mais aussi des réseaux de distribution, et comment il va transformer le métier de l'assurance. Et surtout ce que ce risque dit du futur de l'assurance. C'est tout le sujet de cet épisode, du futur de l'agence. Bonjour Thomas. Bonjour Charles, et merci pour ton invitation. Merci d'être là, merci d'être présent. On va échanger aujourd'hui sur tous ces sujets-là, qui sont des sujets profonds. On pourrait faire 3 heures, je pense, sur le cyberrisque. On va essayer d'être un peu plus court. Donc merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter, nous dire qui tu es ? Et puis après, on parlera du cyberrisque et de Stoic. Et avec plaisir, et merci encore pour ton invitation qui permet d'avoir un format assez long pour aller au fond des choses. Et c'est toujours appréciable d'échanger dans ce cadre-là. Pour le coup, moi j'ai la chance de diriger les équipes françaises de Stoic. Je suis directeur général pour Stoic France. On est présent dans 7 géographies en Europe. Et pour le coup, moi j'ai la charge du périmètre français. Et si je devais résumer, avant qu'on rentre dans le détail, quelle est la mission de Stoic, c'est de venir réconcilier 2 univers. Tu as commencé à le dessiner, qui ne se parlaient peu ou pas, l'univers de l'expertise technique d'un côté, les professionnels de l'informatique, et puis l'expertise de ceux qui couvrent au quotidien les entreprises face au risque, assureurs, agents généraux, courtiers. Et le deuxième pilier de l'ADN Stoic, c'est de venir mettre beaucoup de pédagogie à chaque étape pour que ce risque qui paraît un petit peu nébuleux, théorique, lointain pour certains dirigeants, se rapproche de leur réalité quotidienne et de leur métier. Ouais, on va creuser tous ces sujets-là. Dis-nous un peu d'où tu viens, parce que toi, tu viens de l'assurance traditionnelle, hein, tu viens de l'assurance traditionnelle, et comment tu es arrivé au cyberrisque, comment tu es arrivé sur... Oui, pour le coup, moi j'ai eu un parcours qui était hybride entre du courtage, puis ensuite de la direction commerciale côté compagnie d'assurance, donc je connais bien les réseaux intermédiaires, notamment les réseaux d'agents généraux. Obsédé depuis quand même quelques années par des enjeux de prévention, qui étaient au début des enjeux de prévention incendie. Je suis passé par de la prévention incendie pendant des années avant de comprendre que le risque majeur des entreprises se déplaçait d'un monde très tangible, assurance des bâtiments, assurance des marchandises, vers des actifs de plus en plus immatériels, puisqu'aujourd'hui de nombreuses entreprises ont plus de valeur dans leurs actifs immatériels que dans les actifs physiques qui peuvent être amenés à stocker. Et de là est venu très clairement le risque cyber comme le risque numéro 1 des dirigeants, hein, pour le coup, baromètre après baromètre. Il fallait rencontrer ensuite les bonnes personnes pour comprendre comment on pouvait adresser ce risque-là. Mon point de vue à l'époque, c'est que les acteurs traditionnels avaient du mal à bien cerner les enjeux techniques, les enjeux systémiques de ce risque. Et 2022, j'ai pu rencontrer Jules Vera, qui est le fondateur de Stoic à ce moment-là, et qui cherchait à structurer un réseau de distribution, métier que je connaissais relativement bien. Très bien, ouais. Donc la rencontre a très vite pris le chemin d'une évidence pour rejoindre l'aventure. Génial, c'est bien. On va parler de cyberrisque et après on parlera de Stoic et de la façon dont travaille Stoic, qui est
qui a une démarche différente des assureurs, puisque les assureurs ont peut-être eu du mal à traiter ce sujet-là, parce qu'ils l'ont peut-être traité de l'assurance et d'un produit d'assurance, et que vous le traitez d'une manière différente. Donc on le verra comment vous travaillez là-dessus. Comment on pourrait expliquer à un chef d'entreprise ce qu'est le cyberrisque, ce chef d'entreprise qui se dit soit j'ai une entreprise qui est trop petite pour moi, soit ça arrive qu'aux autres. Hein, voilà, le cyberrisque, c'est un peu ça. Ou on se dit aussi, ça arrive à Orange, ça arrive à la Fnac, ça arrive à la SNCF, ça arrive à l'État. Bon, moi, je suis un petit boulanger. On va même aller à ce niveau-là, à cette graduation-là. Il y a quelque chose de très vrai dans ce que tu décris, qui est une sorte d'effet journal télévisé ou d'effet TF1 qui ne médiatise ou qui ne médiatisait que des attaques de grande ampleur visant des entreprises du CAC 40, des infrastructures étatiques, des centres hospitaliers, et qui du coup a pu créer un effet de halo venant un peu cacher la réalité de ce que sont les cyberattaques aujourd'hui, c'est-à-dire justement des attaques de grande ampleur, automatisées, à large échelle. L'IA vient bien sûr accélérer la capacité de passage à l'échelle de ces attaques pour les cyberattaquants. Et donc pour un dirigeant, le premier effort est souvent de comprendre le mode d'attaque qui va demain frapper son entreprise. Et donc pas une attaque ciblée, puisque son entreprise est peut-être en effet totalement inconnue de l'attaquant qui va mettre le pied dans le système de l'entreprise, mais vraiment le fait que ces attaques sont comme de la pêche au chalut, quelque chose d'assez indifférencié et qui vient racler non pas les fonds des mers mais les fonds du web pour trouver les entreprises ou les organisations les plus vulnérables. Tant qu'un dirigeant n'a pas compris ce qu'est réellement le comportement d'un attaquant, il peut passer à côté de la réalité du risque pour son entreprise. Le deuxième enjeu, c'est un peu de comprendre comment il pourrait être impacté. Et ça, il y a deux piliers selon les secteurs d'activité. Le premier pilier, ça pourrait être de l'interruption d'activité. Et la bonne question souvent pour un dirigeant, c'est quel est demain mon mode dégradé si je suis amené à couper tout lien avec Internet. Donc c'est ça, on le verra sur un peu des tips aussi à donner aux intermédiaires pour peut-être côté distribution. Ouais, où il faut sûrement pas parler de produits dans un premier temps, mais il faut parler de risques pour l'entreprise et de se dire, demain, il y a une caisse enregistreuse qui est bloquée, il y a un système Internet de réservation qui est bloqué, il y a une base de données qui est bloquée. Quelle est l'incidence pour mon activité ? Il faut partir de la réalité du client. Donc il y a cet enjeu de disponibilité, comme on a commencé à le balayer, pour un transporteur d'être incapable de suivre ses flux logistiques, pour un commerçant de facturer. Et puis on a un deuxième enjeu qui correspond plutôt aux entreprises à col blanc, des entreprises de services, qui est souvent un enjeu de confidentialité de la donnée. C'est moins l'interruption de l'activité par la coupure de la cyberattaque qui est le plus important. Mais c'est la sensibilité, tu l'as évoqué avec certaines agences de l'État, de la donnée qui est au cœur du risque. Alors, on y vient, c'est de pouvoir identifier quels sont les risques. Quels sont les risques que cyber, les principaux risques. Alors, il y a la fraude au président, il y a un certain nombre de risques. Comme ça, est-ce que tu as en tête un peu les principaux risques et ceux qui viennent en premier, sans être exhaustif, puisque ce ne sera pas l'exercice, mais peut-être avoir deux piliers qui sont très différents dans la manière qu'ils ont d'impacter une entreprise. Le premier pilier, c'est un risque d'intensité, qui est le fameux ransomware, en bon français du rançongiciel, qui vient, si on doit l'illustrer très simplement, paralyser l'intégralité du système informatique d'une entreprise contre demande de rançon, d'où son nom de ransomware. Celui-ci, il est relativement rare en fréquence. En revanche, il est très fort en intensité, exactement. Et c'est typiquement le type d'attaque qui peut demain non seulement freiner une entreprise, la paralyser, mais qui peut même mettre en cause sa survie. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne se relèvent pas ou qui se relèvent très mal d'une attaque par rançongiciel. Ça, c'est le premier gros pôle de la menace cyber aujourd'hui sur le marché et là, vous français. Nous direz comment vous agissez là-dessus, c'est intéressant. Avec plaisir. Le deuxième pilier de cet écosystème un peu de la menace cyber, ça va être le risque fraude que tu as commencé à dessiner, qui est cette fois-ci un risque de faible intensité, relativement faible intensité. On parle souvent de quelques dizaines de milliers d'euros, parfois jusqu'à la centaine de milliers d'euros, mais qui en revanche est un risque de fréquence, puisque c'est probablement celui qui bénéficie le plus de l'effet d'accélération ou d'automatisation de l'intelligence artificielle. L'industrialisation même. Exactement. Parce qu'il faut tourner des moteurs 24/24. Exactement, ouais. Et ça donne à un attaquant, en plus de la partie automatisation, donc industrie, la capacité de mieux cerner un contexte culturel
qui est parfois très loin d'un pays à l'autre, et puis un contexte d'échange client. On y reviendra tout à l'heure sur les... Là, c'est le phishing, ce qu'on appelle le phishing, ça, non? Ça démarre très souvent par du phishing. Voilà, c'est plus de 90% de ce qu'on observe nous. Ouais. Et puis, ça peut être par du WhatsApp, ça peut être parfois par de la simple arnaque au président par téléphone. Ouais. Mais le gros de la menace passe par de la boîte mail pour ces fraudes. Moi, j'ai vu des attaques WhatsApp. J'en ai eu une, d'ailleurs, avec un profil qui a été copié complètement, avec un lien, un profil avec un lien, et ce lien a permis au hacker de pénétrer dans tous mes contacts WhatsApp. Donc il a fallu que je supprime WhatsApp, etc., et le réinstaller. Mais voilà, c'est typiquement ça. On est dans le quotidien. Ouais, complètement. Et ça va. J'écoutais aussi une émission où il commence il parlait justement de cas aux États-Unis où des hackers, avec l'IA, ont pu recopier la voix d'une personne et laisser un message. C'est-à-dire qu'on va copier la voix de ta grand-mère ou de quelqu'un de proche de chez toi et elle va te demander de l'aider, quoi, avec sa voix. 100%, et on voit ces premiers effets des deepfakes qui commencent à frapper. Ouais. Le point important, c'est quand même, à nouveau, si on s'adresse à des dirigeants de PME, de TI ou à nos réseaux de distribution, bien comprendre que pour l'instant, c'est relativement marginal, c'est impressionnant comme type d'attaque, mais que l'essentiel des attaques sont des attaques de basse intensité d'un point de vue technique. Ce sont souvent des attaques assez basiques, ce ne sont pas des prodiges de technicité déployés, et on y reviendra. Du coup, les premières mesures de cybersécurité permettent déjà de traiter l'essentiel de cette menace. Et il y a une part qui n'est pas négligeable non plus, on n'en parle pas toujours, c'est pas toujours des hackers qui sèment le chaos, des fois c'est des négligences internes au sein même d'une entreprise. C'est ce qui permet de rester très très humble face à ce qu'est la cybermenace, parce que comme tu le décris, elle peut tout à fait venir d'un acteur extérieur, très organisé, mais elle peut aussi venir parfois de négligence ou de mauvaises pratiques internes, voire de malveillance interne dans certaines organisations. Alors on parle du risque first party, et source party, c'est quoi? Tu peux nous expliquer un peu? Donc on rentre peut-être un peu dans les choses plus techniques, et ce sera l'enjeu de les simplifier et de les vulgariser aujourd'hui. Il faut toujours distinguer en cyber ce qui va être l'impact direct de ta cyberattaque, donc justement l'arrêt d'activité qu'on évoquait tout à l'heure, qui fait que tes machines de production, ton site de e-commerce, ta plateforme logistique sont mises à l'arrêt parce que plus de manière de les piloter informatiquement, versus ce qui va être un risque qu'on appelle parfois, nous, la queue de comète sur un événement cyber, qui va être le risque de réclamation de tes clients, de tes fournisseurs, peut-être de tes employés, liés par exemple à une fuite de données. Et là, tu vas avoir ce risque tiers, qu'on appelle du risque third party, qui va être amené à déposer des réclamations contre toi parce que la négligence peut-être de la gestion de ton système informatique leur a causé des conséquences et un préjudice financier, d'image ou de perte de chance. Et c'est en ça qu'il devient systémique, en fait, parce que ça peut toucher une économie, ça peut toucher des fournisseurs, ça peut toucher toute une chaîne de valeur. Enfin, et là, je pense que tout le monde le comprend bien avec quelques exemples médiatiques. C'est que quand un grand éditeur de logiciels ou un grand fournisseur d'hébergement, de solutions de sites web tombe du fait d'une cyberattaque, bien entendu, il ne tombe pas seul, mais il tombe avec tout l'écosystème client qui gravite autour de sa solution. Donc cet enjeu systémique qui est souvent évoqué sur le risque cyber, la capacité d'un événement à non pas toucher 1, 5 ou 10 acteurs, mais en toucher des milliers avec un seul événement, est bien entendu un sujet qui va nous occuper pour les années et les décennies qui viennent, puisqu'on continue de numériser de façon extrêmement rapide notre économie. Quelle serait la menace la plus sous-estimée de la part des entreprises? Est-ce que tu vois une menace qui peut-être plus que la menace, ce qui est très souvent sous-estimé, c'est justement la projection du dirigeant sur l'impact sur sa propre activité. Et c'est souvent cette idée reçue qu'on attaque en première ligne pour que le dirigeant fasse un effort de compréhension de à quel point son entreprise est dépendante de l'informatique. Très souvent, c'est aller tellement vite qu'un dirigeant qui a fondé son entreprise il y a 20 ans ou 30 ans n'a pas mesuré année après année à quel point tous ces process étaient désormais complètement digitalisés. Donc ça, c'est vraiment le premier point qu'il faut arriver à creuser avec lui, l'accompagner dans cet effort de réflexion. Le deuxième, c'est de comprendre quel va être l'impact financier de l'attaque. Et là, il y a un véritable effort de pédagogie également à faire, sans rentrer dans des choses extrêmement complexes, de cartographie des risques ou de quantification de façon... Je vais en venir à la quantification extrêmement fouillée, mais en dessinant, pour le simplifier,
ce que lui coûterait X journées ou semaines d'arrêt d'activité versus ce que lui coûterait un effort de prévention ou d'assurance. On peut en parler d'assurance. maintenant. C'est ce qu'on appelle la quantification du risque cyber, c'est ça ? Exactement. Et ça, c'est le travail que vous faites, vous ? Alors, on a la prétention, en effet, on a la prétention d'avoir un petit peu bousculé les lignes sur le marché français en venant déployer cette quantification qui était souvent... Qui est plus anglo-saxonne ou plus américaine ? Elle venait forcément un peu comme ça, non ? Oui, elle venait forcément de l'écosystème anglo-saxon qui est précurseur en cyber, qui a potentiellement 5 à 6 années d'avance sur de nombreux sujets qui sont ensuite traités et intégrés par le marché européen. Mais elle était surtout réservée à des grands comptes. Donc, c'était des approches nourries par des grandes sociétés de conseil qui venaient faire cet effort de quantification. Nous, on vient le simplifier à l'échelle de PME, d'ETI, qui veulent simplement comprendre, avec des euros sonnants et trébuchants, ce que coûterait à nouveau quelques journées, quelques semaines d'arrêt d'activité, pour ensuite pouvoir aussi, dans la balance, venir peser ce que coûte l'effort de prévention et d'assurance sur ce risque. Donc la quantification, elle a cet enjeu-là, comprendre un degré de dépendance à l'informatique, et puis venir mettre des euros derrière, ce qu'on appelle dans le jargon assurantiel de la marge brute, qui est réellement ce qu'on vient indemniser demain, pour en sortir des projections. Donc c'est un audit qui est fait en amont vous évaluez, enfin vous déterminez un certain nombre de risques pour l'entreprise et vous évaluez le risque financier possible. Ça va être ça la quantification. C'est tout à fait la logique, c'est de partir de l'activité réelle du client, de partir de ses enjeux à lui, qui ne sont pas ceux de son voisin, qui ne sont pas ceux de son concurrent direct non plus. Donc on vient creuser avec lui une bonne compréhension de son entreprise. Et ensuite, on vient projeter là-dessus, bien sûr, des modèles qui maintenant sont passés à l'échelle. Nous, on couvre 12 000 entreprises en Europe, donc on a quand même des ordres de grandeur qui sont relativement installés et qui permettent du coup de lui donner ces fameuses approximations qui sont une belle aide à la décision pour un dirigeant qui est très loin de ses enjeux cyber. Il faut y revenir à nouveau, c'est pas son quotidien. Il est souvent un petit peu inhibé techniquement face à cette matière qui lui semble très complexe. Ça vient remettre ça à son niveau et au niveau de son métier. Oui, parce qu'il y a ce risque premier sur son activité, et on le verra tout à l'heure, mais avec les nouvelles réglementations européennes qui sont en train d'arriver, il y a aussi des risques sur sa base de données, l'obligation d'écrire à tous ses clients, l'obligation de contacter ses clients. Tout ça, c'est des risques financiers quand même qu'il faut évaluer. Donc, c'est important. Et qu'il faut anticiper. Ouais. Alors, si on parle de cette quantification, on parle d'un marché de 14 milliards de dollars. Je crois que c'était le rapport Munich-Ray qui parlait un peu de ce chiffre-là. Mais est-ce que c'est pour toi réaliste ou c'est un peu, on fantasme un peu sur un marché qui est peut-être pas encore mûr. On a toujours une grande prudence vis-à-vis des chiffres chez Stoic, vis-à-vis des chiffres qui essayent de mesurer la menace d'un côté et vis-à-vis des chiffres qui essayent de dimensionner quelle est la réponse assurance aujourd'hui au niveau mondial. C'est pas si simple de consolider des données marché. Nous, la dynamique qu'on observe en tout cas, c'est que l'effort d'accompagnement et de pédagogie paye sur le marché français. La traction qu'on a pu avoir en quelques années, sur les 12 000 entreprises européennes qu'on couvre, il y en a 6 000 qui sont en France en 4 ans d'activité pleine. Donc la traction est là. En revanche, ce qu'on mesure aussi, c'est que cette traction n'est pas aussi rapide qu'elle devrait l'être par rapport à l'évolution de la menace. Et donc là, on voit qu'il y a un véritable enjeu de distribution, à nouveau, puisque nous, on n'interagit pas directement avec le client final. Ce sont des agents généraux, ce sont des courtiers qui viennent porter cette bonne parole auprès des dirigeants. Et là, il y a encore un enjeu colossal de formation des réseaux de distribution, d'accompagnement de ces réseaux. On va y venir vraiment sur la distribution après. Et moi, je vois cet écart. Alors, quand on regarde un peu quand on regarde les études, il y a un écart entre la prise de conscience des chefs d'entreprise. Tu regardes toutes les études, tu as 9 chefs d'entreprise sur 10 qui se disent concernés par ce risque-là. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis oui, je suis concerné par ce risque-là, c'est quelque chose qui m'inquiète. Et en même temps, de l'autre côté, tu as un écart complètement fou, c'est que c'est difficile d'évaluer quel est le marché aujourd'hui. Allez, on va se dire, il y a 10 ou 20%, 10-20% des PME qui sont couvertes. Tu es trop optimiste. Je suis peut-être optimiste. Tu vois, et là, tu mets le doigt sur un paradoxe c'est un vrai paradoxe, qui est magnifique dans cette industrie. C'est-à-dire, comme tu le dis, depuis 4 à 5 années, les différents baromètres, notamment un baromètre mondial d'Alliance, vient mettre le risque cyber en numéro 1 des préoccupations des dirigeants. Et on le ramène ensuite au taux d'équipement que tu soulignes des entreprises face au risque cyber, qui est grosso modo inférieur à 3% sur le marché français, sur toutes les entreprises confondues. Sur les ETI, on approche peut-être les 20% de taux de couverture, même si c'est pas simple d'avoir des données complètement fiables là-dessus. Et le CAC 40 ou les corporates sont bien entendu mieux couverts. Mais on voit un écart colossal entre cette prise de conscience et puis le passage à l'action.
Donc là, il y a deux manières de traiter le point. Soit on se dit que les dirigeants, finalement, ne comprennent pas les enjeux, ce qui n'a jamais été notre philosophie. Soit ça veut dire que le risque paraît tellement impénétrable, que ce soit côté assurance ou que ce soit côté technique, qu'il y a un effort à nouveau de pédagogie à continuer. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre les freins sur ce marché-là? Parce que tous les ans, on nous dit, en gros, que ce marché va augmenter de 30%, de 40%, et les chiffres sont revus à la baisse un peu tous les ans. Ça ne va pas si vite que ça. Quels sont les freins au développement de ce marché? Est-ce que c'est... alors, il y a plusieurs freins. C'est la maturité de ce risque-là, c'est la complexité de ce risque. Est-ce qu'il est complexe, trop complexe? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le prix, peut-être? Peut-être que les entreprises se disent que ça va avoir un coût tellement énorme que je ne vais pas pouvoir l'assumer. Ou est-ce que c'est peut-être même les réseaux de distribution eux-mêmes qui sont leurs propres freins, tu vois? Est-ce que tu en vois d'autres? Alors, on peut creuser un peu ça, ouais. Tu poses beaucoup de questions dans cette question qui est une question importante. D'essayer d'expliquer le paradoxe qu'on a brossé juste avant. Probablement qu'il y a un enjeu de distribution qui est clé dans cette réflexion-là. Le deuxième enjeu est probablement de venir simplifier le discours. Et là, on touche à nouveau à deux matières qui sont deux matières d'expertise. Les assureurs sont sur une matière complexe, juridique, actuarielle. Les pros de l'informatique sont sur une matière complexe, qui embrasse de nombreuses technologies, qui évoluent extrêmement vite. Donc, il y a une difficulté souvent qui tient à cette double expertise. Comment on arrive à convaincre des experts très bons dans leur métier de venir non pas surcomplexifier la matière qu'ils traitent, mais au contraire, venir la simplifier tellement qu'elle devient audible par un dirigeant d'entreprise, quel que soit son secteur d'activité, par son directeur financier, par son prestataire informatique sur les enjeux assurantiels et par son agent ou courtier sur les enjeux cyber. Donc, à mon avis, si on a un enjeu de formation, de distribution d'un côté et un enjeu de simplification du discours ou de l'approche, on a déjà deux bonnes clés pour continuer d'accélérer. Et peut-être une note d'optimisme là-dessus, c'est que le marché américain, à nouveau, a 5 ou 6 années d'avance sur ce risque cyber. Et on a vu ces dernières années une accélération très forte sur le marché US. Donc, on anticipe tous, tu t'en doutes qu'on est aux premières loges pour l'observer, une accélération qui sera forte. En France, on y reviendra peut-être après, mais la réglementation européenne pousse aussi en ce sens. Ouais. Est-ce que ce n'est pas un changement de regard aussi, alors de la part des chefs d'entreprise peut-être, ou dans certaines entreprises, où ils se disent que c'est un sujet de directeur informatique, tu vois? Des fois, ils se disent c'est un sujet de directeur informatique, c'est un sujet d'informaticien. Comme la perte d'exploitation, on aurait pu se dire à un moment c'était un sujet de comptable. Voilà. Même si ça l'est, mais pas complètement. Et en tout cas, sur la distribution, ça ne l'est pas forcément. Est-ce que ce n'est pas d'abord un sujet de chef d'entreprise, sur sa propre activité, sur les risques sur son activité, plutôt qu'un chef d'informaticien? Je pense que tu mets le doigt sur un sujet qui est clé. Ça a été très souvent l'expertise du prestataire informatique ou du DSI de l'entreprise. Et donc, on avait régulièrement des dirigeants qui, sur ce sujet, venaient totalement sous-traiter, déléguer, externaliser la prise de décision vis-à-vis de ces experts métiers à qui ils faisaient confiance pour le quotidien. Ce que sont en train de comprendre quand même les dirigeants d'entreprise, et les fédérations professionnelles sensibilisent beaucoup leurs adhérents sur ce sujet, c'est qu'au-delà des décisions techniques à prendre, c'est l'enjeu de survie de l'entreprise qui est au cœur de ce sujet cyber. Quand tu prends l'effet du ransomware qu'on a évoqué juste avant, c'est pas simplement à quel point ça va venir peut-être freiner ou impacter un petit peu ton compte d'exploitation sur l'année. Ça peut, en quelques semaines d'arrêt d'activité, venir rincer les niveaux de trésorerie de l'entreprise et mettre rapidement l'entreprise dans une situation difficile. Petite anecdote que je rappelle très souvent quand j'évoque ces sujets cyber, une attaque cyber ne concerne pas seulement l'entreprise qui est touchée, mais tout son écosystème. Et on voit très vite les banques, les fonds d'investissement, les partenaires, les fournisseurs venir mettre une pression extrêmement forte sur le dirigeant de l'entreprise parce qu'eux-mêmes craignent sur le risque de rebond sur leur chaîne de valeur ou sur l'argent qu'ils ont pu investir. Donc c'est là où c'est une décision qui est comité de direction, dirigeant. C'est pas un arbitrage technique secondaire, c'est un risque majeur contre lequel le dirigeant en bon père de famille doit au moins avoir pensé comment son entreprise pourrait se relever de ce type d'événement. Alors on parlait de cette réglementation européenne, qui est une surréglementation. Alors ça c'est plus mon point de vue, mais est-ce qu'on se trompe pas de sujet des fois en accusant rapidement
les méchants libertariens américains ou les méchants dictateurs chinois de tous les maux, et en mettant des couches de réglementation en Europe sur ce sujet-là. Alors on peut parler de RGPD, on peut parler de NIS 2 qui va arriver, on va en parler juste après, de souveraineté numérique, de conformité. Et est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de sujet? Est-ce que c'est pas un sujet plus de résilience, un sujet de prévention qu'il faut aborder, qu'il faut adresser, plutôt qu'un sujet de normes et de réglementation? Alors, tu prêches un convaincu sur le fait que la prévention... C'est un peu politique, mais bon, voilà. Oui, mais sans même aller sur ce terrain-là, la prévention est au cœur du modèle qu'on a pensé nous. C'est-à-dire que de l'assurance sans prévention, ça nous semble être, depuis maintenant de nombreuses années, un non-sens ou quelque chose de très, très partiel. Par rapport à ce que tu évoques, on a un regard pragmatique, nous, sur la réglementation. La réglementation, elle peut s'empiler sur les sujets cyber. Tu parlais de NIS 2, il y a DORA qui vient frapper tout l'écosystème financier. On a bien entendu le règlement RGPD qui a maintenant de nombreuses années et qui est la sous-couche liée aux données qui vient maintenant être doublée par ces réglementations cyber. Le regard pragmatique qu'on porte, c'est que très souvent, ces réglementations, quand elles sont bien faites, elles ne viennent rien n'ajouter à ce que devrait être une bonne pratique de cybersécurité d'une entreprise. Donc l'avantage que ça a, c'est que ça vient donner peut-être un cadre normatif, des repères, pour qu'un dirigeant sache un petit peu comment arbitrer ses choix de cybersécurité. Mais tous les professionnels du secteur témoignent du fait que ça vient simplement rappeler des choses connues, documentées, conseillées parfois depuis 10 ans, mais qui n'ont pas toujours été prises en main par les entreprises en France. On se parlait hors micro des contextes culturels différents en Europe, mais on voit, nous, en ayant 7 géographies différentes déployées, que le degré de maturité ou de prise en compte par les dirigeants est très variable d'un pays à un autre. Donc l'avantage de la réglementation, c'est qu'elle vient normalement unifier ce regard pour créer des bonnes pratiques qui soient à peu près les mêmes aux 4 mais j'entends souvent dire, tu vois, on va pas aller sur ChatGPT, on va pas aller chez OpenAI, on va pas aller chez Claude ou autre parce que nos données vont être logées à l'étranger. Ou être logées chez les méchants américains. Est-ce que le sujet, c'est pas plutôt comment je protège mes propres données, moi, plutôt que de se poser ces questions-là et de se dire on va fermer les frontières, on va réglementer tout. Je pense que tu peux te poser ces deux questions, mais comme tu le soulignes très bien, la cybersécurité, elle se vit très souvent déjà au niveau de l'entreprise elle-même, avant de penser même où les données vont ensuite être exportées. C'est une bonne question en revanche. Pour chaque nouvel actif informatique, chaque nouvelle pratique, tu parlais de l'IA qui est en train de se déployer, soit sous une forme de LLM classique, soit sous forme d'agentique dans les entreprises. Bien entendu que chaque entreprise devrait interroger à quel point ça vient demain créer des éventuelles brèches de cybersécurité, des éventuelles fuites d'informations relativement sensibles pour certaines entreprises, avant de généraliser l'usage. En France, on a souvent une pratique qui est en deux temps, c'est-à-dire qu'on vient adopter extrêmement rapidement et puis ensuite on vient apporter des couches de cybersécurité. Nous, on essaye d'accompagner nos clients pour que les deux soient faits de concert et qu'il y ait suffisamment de bonnes pratiques assez basiques pour qu'un dirigeant sache lui-même faire les arbitrages utiles. Alors pour en finir sur cette réglementation, parce que je pense que ça va pouvoir être aussi un vecteur de développement. NIS 2 devrait arriver cet été, on ne sait pas bien, mais voilà, je ne sais pas si ça va arriver cet été. On attend que les législateurs puissent l'insérer au calendrier parlementaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est NIS 2 et comment ça va impacter les entreprises et comment ça va mettre une couche d'obligations supplémentaires pour les entreprises et du coup comment un contrat d'assurance cyber va pouvoir protéger ça? Alors, tout en restant très accessible également sur ce sujet de réglementation, l'enjeu de NIS 2, c'est de venir, comme j'ai essayé de le dessiner, uniformiser des bonnes pratiques pour servir la résilience du tissu économique européen. Les ambitions de NIS 2, c'est tout simplement de rendre les entreprises européennes suffisamment résilientes face aux cybermenaces. L'idée de NIS 2, c'est de venir adresser des piliers de cybersécurité qui viennent éclairer du coup les fondamentaux de ce que devrait être la gestion cyber dans une entreprise. Donc ce sont des piliers assez simples qui vont couvrir parfois des notions de sensibilisation des collaborateurs, parfois des notions de protection des accès à distance, de savoir où est stockée justement la donnée cœur de l'entreprise, comment le système est protégé par des backups en cas de cyberattaque. Donc ça vient à nouveau adresser des sujets qui étaient déjà connus et surconnus dans la cybersécurité. Et ça vient adresser par le haut un nombre d'entreprises relativement important. Ceux qui pensaient que NIS 2 allait être centré sur simplement du corporate ou des très grands comptes
vont passer à côté de ce qui arrive, puisqu'en fait, ça va toucher énormément de PME et d'ETI liés à des secteurs identifiés comme des secteurs d'importance vitale pour l'économie, mais avec une notion très large de cette notion de secteur d'importance. Et ça vient ensuite assortir cette réglementation au début de démarches de contrôle, puis de démarches de sanctions. L'agence qui portera ça pour la France est l'ANSSI, l'agence qui porte les sujets de cybersécurité et de sécurité des systèmes d'information en France, et qui aura ce pouvoir, dans un premier temps, d'audit, contrôle et d'accompagnement, puis de sanctions, avec en général toujours une phase transitoire pour laisser le temps aux entreprises de s'adapter, de se saisir du sujet. Ça peut être une accélération de marché, on va voir comment ça va être adressé par... Ça devrait en tout cas contribuer à ce que ce sujet qui pouvait être encore ignoré par quelques dirigeants devienne un sujet basique pour tout dirigeant d'entreprise. Alors on va parler de Stoic. Tu viens de m'expliquer ce qu'est Stoic. Vous avez une dimension maintenant européenne. En plus Europe du Nord quand même, que j'ai l'impression quand même que latin. Il y a un peu d'Espagne quand même. Il y a un peu d'Espagne, c'est bien. Ne les oublions pas. C'est bien. Et avec une ambition de devenir le ciseau de l'Europe, la REF, la référence de l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ça et comment vous fonctionnez? Donc, tu me disais que vous allez ouvrir la Hollande. Et voilà, donc explique-moi qui est Stoic. Peut-être partir des origines de l'entreprise. L'entreprise est partie d'un constat assez simple qui était que le marché de l'assurance cyber était traité de façon relativement traditionnelle jusqu'à 2021-2022 et le lancement de Stoic en Europe. Ça veut dire que les acteurs traditionnels avaient tendance à souscrire par questionnaire. Ça a été un traumatisme pour de nombreux intermédiaires d'assurance, pour de nombreux dirigeants d'entreprise et pour leurs prestataires informatiques. Et le questionnaire est souvent la voie la plus simple pour un assureur pour se faire une idée sur ce qu'est un risque qu'il doit couvrir demain. Le problème du questionnaire, c'est qu'il est très peu malléable, ce qui fait que la zone grise qui existe très souvent en cybersécurité, pas tout à fait oui, pas tout à fait non, est compliquée à prendre en compte dans un questionnaire d'assureur, et que c'est en plus une photo figée de ce qu'est le système informatique d'une entreprise, alors que je pense que nos auditeurs le comprennent bien, le risque cyber est un risque qui évolue en permanence, au gré de la menace, puisque les attaquants sont très créatifs, mais aussi au gré de l'entreprise qui va varier ses logiciels, qui va accélérer sa numérisation. Donc l'ADN de départ de Stoic, c'est de dire on fait abstraction des questionnaires et on vient le remplacer par une découverte technologique de l'entreprise. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop jargonneux ce matin, mais on a une approche de découverte externe du système informatique de l'entreprise, un scan externe, qui va déjà... Vous, du coup. Qu'on fait nous systématiquement dans 100% des entreprises. C'est pas l'intermédiaire qui va le faire, mais c'est vous qui allez le faire. Ouais. C'est la première démarche pour comprendre déjà la posture de sécurité de l'extérieur d'une entreprise. Et ensuite, le deuxième réflexe de Stoic, c'est de dire que aucune entreprise assurée ne restera assurée sans avoir de prévention à sa disposition. Donc là, l'idée, elle est assez simple, c'est de venir livrer une caisse à outils à toute entreprise, TPE ou des entreprises qui font jusqu'à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans notre portefeuille, pour déjà venir rehausser peut-être la posture de sécurité sur les premiers gestes, les premières bonnes pratiques à mettre en place. Et cette caisse à outils, elle est accessible en inclusion dans le contrat d'assurance. C'est un enjeu parce que tu peux demander à un client de faire un effort de prévention, mais il va te demander combien ça lui coûte et combien de temps ça va lui demander pour ses équipes en interne. L'intérêt de cette console, c'est qu'elle est intégrée dans la prime d'assurance. C'est notre intérêt de venir investir là-dedans pour diminuer le risque. Et elle est très accessible parce qu'elle a été pensée avec des DSI, avec des prestataires. Elle est nourrie de tous leurs retours du quotidien, ce qui fait qu'on s'adapte toujours à leurs enjeux métiers pour ne pas venir faire ce qui est notre hantise, c'est-à-dire de la cyber théorique et non pas de la cyber adaptée pour la vie réelle. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail avec vos notions d'experts et comment ils travaillent et comment ils résolvent des sinistres aussi. Donc vous avez levé 25 millions en part B, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et 20 millions dernièrement en part série C. En série C, pardon. Comment ça accompagne? Donc c'est des levées qui sont importantes et en même temps, quand on regarde les levées des startups, en même temps... des fois, on a des zéros de plus, tu vois, carrément. En même temps, comment ça accompagne votre développement et où vous allez avec tout ça? On a toujours eu une approche de développement sain au sein de l'entreprise. Donc, ces levées que tu as peu évoquées servent à financer deux choses principalement. L'expansion géographique, qu'on a évoquée juste avant avec le dernier pays, les Pays-Bas qu'on vient d'ouvrir, et de la R&D technologique pour continuer à s'adapter à la menace et aux attaquants. Donc ces deux efforts d'expansion géographique et
de R&D viennent nourrir ce que tu as dessiné tout à l'heure, c'est-à-dire la prétention et l'ambition de devenir demain le ciseau de l'Europe. Pour expliquer la démarche, c'est tout simplement d'être en mesure d'aider le tissu économique européen à assurer sa résilience. Donc ça passe par de l'assurance, ça passe par de la prévention, ça passe par de la crise, on en parlera ensemble tout à l'heure. Et en revanche, on a toujours l'idée de se dire qu'on vient ouvrir des pays dans lesquels la maturité cyber est suffisante, donc parfois des marchés difficiles, des marchés concurrentiels, et toujours l'enjeu de se dire que chaque année, on doit avoir une innovation technologique. Donc ce développement sain qui parfois a besoin d'avoir cet aliment de levée de fonds a ces deux ambitions, venir mailler les pays matures en Europe et venir en permanence rehausser la défense cyber face à l'innovation des cyberattaquants. On le verra sur les agents IA sur lesquels vous êtes en train d'investir. Qui est notre gros sujet du moment. Et peut-être dernier point sur la partie trajectoire et financement. La France est rentable depuis l'an dernier, depuis l'été dernier. Rentable, c'est ça donc on a toujours la volonté d'accompagner les pays vers la maturité et la rentabilité en 4 ans environ, pour ensuite passer le modèle à l'échelle. Une fois que l'actif technologique est créé, il est réplicable sur des milliers d'entreprises assez facilement. Vous avez fait un choix de distribution qui n'est pas un choix de distribution direct. Vous auriez pu avoir ce choix de distribution directe, je ne sais pas, un site web ou une autre façon de travailler, comme des Alan ont pu le faire sur la santé. Vous avez fait le choix de passer par des réseaux de distribution, donc des agents principalement, des courtiers également. Oui, tout à fait. Agents ça et a courtiers même été historiquement les courtiers d'abord, et ensuite des agents généraux centrés risque d'entreprise et habitués à travailler cette Pourquoi cette ce choix ? Pourquoi vous avez fait ce choix ? C'est un choix très assumé et qu'on ne regrette pas une seule journée, qui est un choix qui, tout simplement, part du principe qu'un dirigeant d'entreprise, pour ses risques, fait confiance à une personne qui est son assureur de proximité. Alors qu'on l'appelle grand courtier, courtier de proximité ou agent général, c'est vraiment vers lui qu'il se tourne dès qu'il y a un risque émergent qui vient potentiellement impacter son business demain. Et donc on a compris à quel point ces agents généraux, ces courtiers, ces grands courtiers était l'étape incontournable pour venir adresser ce risque cyber. Ça a beau être un risque technique, c'est pas un risque qui doit à nouveau être réservé au DSI ou aux prestataires informatiques. Donc on a construit ce modèle qui est un modèle d'intermédiation de B2B2B. Et donc on concentre aujourd'hui beaucoup de nos efforts vis-à-vis de nos premiers clients qui sont ces intermédiaires. D'arriver à leur rendre le parcours de souscription, la démarche de prévention à nouveau, la compréhension technique de l'évolution du risque cyber simple. Et donc les enjeux que j'ai avec mes équipes au quotidien, c'est de partager cette règle qui est que notre premier client est l'intermédiaire d'assurance. Donc quand tu parles d'équipe, aujourd'hui, Aujourd'hui, on est 160 au niveau du groupe et on a la moitié de cette équipe qui est dédiée au marché français aujourd'hui. Avec un doublement dans les quelques années à venir. Alors, parce que avec une augmentation qui va suivre l'ouverture des marchés, mais pour le coup, on a un modèle qui est capable de passer à l'échelle sans qu'on ait des besoins de recrutement. Alors, on verra peut-être avec les agents IA la manière dont vous allez travailler. Avec bien entendu beaucoup d'automatisation et un parcours qui se veut très délégué, que ce soit pour nos agents et courtiers à nouveau, ou que ce soit pour le client final qui est très autonome sur nos outils. On cherche vraiment à donner à chacun les moyens d'être relativement autonome sur ce produit. Donc là, vous travaillez en direct avec les agents ou avec les courtiers, et vous travaillez de plus en plus aussi avec les compagnies qui vont distribuer votre produit, parce que les compagnies, à un moment, ont voulu internaliser ce risque-là. Oui. Et ont mis une grosse couche d'assurance. Je pense que c'est un risque compliqué, et on sent qu'ils reviennent un peu en arrière ou en avant, je ne sais pas, on va le voir. Mais ils s'adressent un peu plus à vous aujourd'hui peut-être. Oui, on l'observe ces derniers mois, ces dernières années. Je pense que pour tout comité de direction d'une compagnie d'assurance, le cyber est un enjeu. Et un enjeu pas si simple à maîtriser, puisque comme tu l'as dit, c'est un risque qui est très technique. C'est un risque qui emporte du systémique avec lui, ce qui n'est pas vraiment de matière à rassurer un assureur traditionnel, et qui a besoin en plus d'avoir une expertise interne. C'est-à-dire que l'externalisation de l'expertise est souvent défaillante quand tu essayes d'être autonome sur ce risque cyber. Donc on a pu, nous, tisser des partenariats avec des grands acteurs. On est notamment, depuis maintenant quelques semaines, partenaires des Mutuelles du Mans sur leur réseau de distribution, avec l'idée de bénéficier de leur grande proximité et de la technicité qu'ont leurs agents sur le risque d'entreprise, qui sont très présents, avec une relation de confiance très installée, et de venir leur apporter ce qui est notre cœur technologique, c'est à nouveau l'approche préventive et l'accompagnement à la vente. Alors, justement, sur cette approche préventive, vous avez une partie qui est une partie, vous agissez comme un bouclier par rapport à toutes ces attaques. Comment se déroule un sinistre chez vous ? Ça arrive comment ?
et comment vous les traitez. Il y a cette notion d'expert chez vous, tu m'en parlais. Et c'est quoi des experts chez vous et comment ils travaillent? Du coup, on va peut-être partir de ce qu'est la première minute d'une attaque cyber. Hein. Chez nous, c'est relativement simple puisque tous nos assurés ont un numéro de téléphone portable, un 06, qui est présent sur l'ensemble de leurs documents et qui est le premier réflexe qu'ils doivent avoir quand ils ont la certitude d'avoir une cyberattaque ou même quand ils ont un doute sur un événement informatique qui leur paraît suspect. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est qu'ils ont accès à cette fameuse ligne d'astreinte qui est bien sûr joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quels que soient les congés, les jours fériés. C'est comme avoir accès à une cellule de crise, une salle de crise en fait, qu'ils activent en fonction du... Moi je l'ai vu quand j'ai pu travailler avec des grands groupes, mais où il y avait des salles de crise, on en avait parlé, mais des salles de crise au dernier étage de la Défense, on ne va pas citer qui, mais en ce moment on en parle avec l'augmentation du pétrole, donc voilà, ils sauront qui c'est. Mais c'est super intéressant, donc du coup avec un 06, ils ont accès comme à une salle de crise en fait pour activer un risque. Exactement, ça démarre par cet accès à des gestionnaires de crise qui sont des ingénieurs de réponse à incident, c'est comme ça qu'on les appelle dans notre jargon. C'est un profil d'ingénieur assez spécifique. En France, on pense en avoir quelques centaines à l'échelle du marché. Ils sont 25 au sein de nos équipes. Et le rôle de cet ingénieur, ça va être déjà de qualifier ce qui était peut-être une suspicion d'incident ou un incident réel et de venir, dès la première minute, prendre la main du dirigeant d'entreprise, non seulement sur les enjeux techniques, c'est-à-dire que le rôle de ces ingénieurs, c'est d'attraper l'attaquant, de le sortir du système, de venir sécuriser le système informatique derrière l'attaquant et de commencer à investiguer, vraiment une opération d'enquête, pour comprendre ce que l'attaquant a pu compromettre, ce qu'il a pu peut-être exfiltrer, les portes dérobées qu'il a pu laisser dans le système, avant de penser aux étapes suivantes qui vont être la remise en état du système informatique, le calcul de l'arrêt d'activité qu'il y aura eu peut-être sur quelques journées, et les sinistres de responsabilité civile, donc les fameuses réclamations qu'on aura en bout de course. Mais nous, on a un enjeu très fort sur cette partie crise, puisqu'on est le seul acteur européen en 2022 à avoir décidé d'internaliser ces fameux pompiers ou cet équivalent du RAID ou du GIGN, qui sont des ingés dédiés à ces moments très, très durs de crise cyber. Et ce choix d'internalisation, il est évident pour nous, évident déjà pour réduire l'impact de l'attaque. On est dans le même bateau que le client à partir de la première minute, et ça change tout dans la gestion d'une crise, puisqu'on a des intérêts qui sont alignés, on a des prises de décision qui sont du coup beaucoup plus évidentes au moment de la crise. Le deuxième enjeu, c'est qu'on collecte beaucoup de données sur les modes d'attaque, sur les nouvelles technologies employées par les cyberattaquants, sur les chemins qu'ils ont l'habitude d'emprunter pour venir faire tomber un système informatique. Et ça, tu le comprends facilement, ça vient nourrir ensuite tous les modules de prévention qu'on peut proposer. Donc c'est un cercle sans fin qui vient, à partir d'une crise, nourrir la défense, la prévention et la contre-offensive cyber. Ah, tu vas peut-être pas me le dire, mais vous avez peut-être embauché des cyberattaquants ou des hackers qui se sont... Ça arrive, voilà. Ah, qui pouvaient être de l'autre côté de la barrière. Qui passent du bon côté de la force. Alors, peut-être que certains acteurs de la place le font. Nous, pour le coup, on a un choix qui est très différent, qui est de vraiment partir... Non, mais c'est pour te comprendre. Bien sûr. Ouais. Nous, nos ingénieurs de contre-offensive cyber, ces ingénieurs de gestion de crise, de réponse à incidents, ont un degré de technicité qui est au niveau des meilleurs cyberattaquants. Et donc, ils ont souvent cette approche, y compris en prévention, de s'adresser à un client en disant « je ne vais pas vous parler cybersécurité théoriquement, je vais vous en parler en essayant de me mettre, comme on le dit souvent, dans la peau du cyberattaquant, pour comprendre ce qui dans votre système pourrait l'intéresser, ce qui dans votre système crée une fragilité, ce qui dans votre système crée un petit warning de cette entreprise est vulnérable à une brèche de sécurité. Et donc ça rend notre approche très pragmatique. Parce que vous avez deux niveaux, en fait, c'est ça qui est intéressant. Vous avez ce niveau d'audit, d'expertise avant avec vos experts pour aller chercher justement, se mettre à la place d'un hacker et se dire, bah voilà, là, il y a des failles, là, il y a des failles, il y a des failles. Donc, il faut travailler là-dessus pour éviter que le sinistre se passe. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis après, vous avez des experts qui agissent sur le sinistre. Exactement. Et c'est ce qui crée les meilleurs témoignages côté client. Tu parlais tout à l'heure de ce qui peut faire basculer un dirigeant vers la prise de conscience cyber. Nous, on essaye 3-4 fois par an de faire des témoignages vidéo de dirigeants d'entreprise qui racontent
leur crise, non pas T'as un cas, dis-nous un cas. par Vous minute. avez dû payer des rançons, je ne sais pas si vous avez payé des rançons, mais vous avez dû agir sur des... On pourra revenir sur ce sujet des rançons, qui est un sujet important, mais oui, j'ai plein de cas qui me viennent en tête, puisque des cas de ransomware, donc des sinistres majeurs qu'on évoquait tout à l'heure, on en traite en 2025 un par semaine. On a eu une 50aine d'attaques ransomware l'an dernier, donc ça donne beaucoup de cas, et qui sont des cas dans lesquels l'entreprise se retrouve tellement mise en péril que les émotions parlent beaucoup. On a un paquet de témoignages clients dans lesquels les dirigeants, 6 mois, 1 an et demi après l'attaque, sont encore tenus par le rappel des émotions qu'ils ont vécues quand la cyberattaque a frappé. Et j'ai un cas qui me vient particulièrement à l'esprit, qui est une entreprise qui a accepté de témoigner publiquement, donc je peux en parler et leur faire une grande publicité, puisqu'ils fabriquent des barbecues de très grande qualité. L'entreprise s'appelle Somagic, et qui a vécu une cyberattaque il y a maintenant 3 ans, je pense, par rançongiciel, qui a vraiment mis l'entreprise à l'arrêt. Et le dirigeant... Donc là, c'est le système qui est bloqué, il bloque le système. Tout est bloqué, c'est-à-dire que la production est bloquée, les machines-outils bien entendu, la gestion du stock est bloquée, parce que quand tu es aveugle numériquement sur ton stock, tu ne sais plus où sont tes pièces, comment même savoir si le stock est suffisant pour les commandes qui vont être passées. Tu es aveugle sur le passage de commandes et sur la facturation. Et là, une sauvegarde, ça sert à rien. Parce que moi, j'ai entendu ça de la part d'entreprises ou même d'assureurs qui me disent oui, mais ils font des sauvegardes, donc ils sont protégés. Alors, la sauvegarde, pour le coup, devrait quand même être le réflexe numéro 1. Nous, on a souvent tendance à dire que la meilleure gestion de crise ne pourra jamais revenir sur une sauvegarde qui a été supprimée. Bah oui. Donc on a vraiment un enjeu d'avoir le double effort, l'effort du dirigeant d'un côté de penser sa résilience avec des sauvegardes suffisamment sécurisées, et puis l'effort de nos équipes d'être suffisamment rapide, efficace dans les premières heures de la crise pour aider l'entreprise à repartir vite. Bon, je te laisse finir sur l'exemple. Mais ce cas me revient à l'esprit parce que ça a été le meilleur témoignage qu'on ait eu, avec des mots très simples, de ce qu'est l'impact de la cyberattaque sur l'entreprise, à quel point les salariés sont perturbés, à quel point le comité de direction est perturbé, et le fait que tu vives cette crise un jour après l'autre, parce que quand on est 1 an après, on sait que la crise s'est très bien passée. Mais quand on est au cœur de la crise, on vit chaque heure, chaque journée en se disant, est-ce que l'entreprise que j'ai repris il y a 5 ans, 10 ans, qui avait peut-être 60 ans d'existence, est-ce qu'elle va pas mourir avec l'événement cyber que je suis en train de traverser ? Donc tu parlais d'enjeux de direction. Quand un dirigeant entend ces témoignages, les entend de la bouche d'un confrère, d'un concurrent parfois, ça aide à vraiment se projeter dans l'impact dur que peut avoir la crise cyber. Et la beauté de ce témoignage, c'est les mots qu'a pu poser Nicolas, le CEO de cette entreprise, sur le rôle des ingénieurs de réponse à incident. À quel point, quand ils ont débarqué dans l'entreprise, puisqu'on les envoie très souvent sur site, sur ces crises majeures, il s'est senti non pas, ça y est, totalement rassuré, mais au moins non plus seul face à la crise, mais accompagné par des ingés qui vont non seulement gérer la partie technique, ça c'est sûr, c'est leur cœur de cible, mais l'aider à communiquer, l'aider à traiter tout ce qui va être juridique, contractuel. Tu as parlé des notifications ensuite RGPD, et à se dire c'est bon. Là, c'est le GIGN qui arrive dans l'entreprise avec le camion noir et tout. Quoi. Et c'est l'équivalent. Alors, ils arrivent pas avec un camion noir logoté ni une Batmobile, mais en revanche, ils arrivent très vite. Nous, on essaye de les envoyer dans les premières heures de la crise, une fois que la qualification s'est faite par téléphone. Et on a cette double détente qui s'installe avec de la gestion à distance. Notre plateau technique qui est là pour aider, bien entendu, à redémarrer le plus vite possible. Et puis des ingés présents sur site pour être là au cœur de la machine et traiter non seulement des enjeux techniques, mais comme je te l'ai dit, des enjeux de qui fait quoi dans la boîte, comment on occupe le DAF, comment on occupe la production, et comment on rassure des investisseurs, des banquiers. Parce que, oui, il y a les investisseurs, les banquiers. Et tu me parles d'émotion, tu vois, il me vient une image chez le chef d'entreprise, c'est comme si on kidnappe son bébé, quoi, en fait. On kidnappe son enfant, quoi. Tu vois, t'as un peu le même niveau d'émotion. Alors, je ne vais pas ramener ça, bien sûr, à un kidnapping d'enfant. Non, parce qu'on parle pas de personne, mais là où tu as raison, c'est que moi qui venais du monde de l'incendie avant, le degré de traumatisme, de choc post-traumatique entre une attaque rançongiciel et un incendie total est tout à fait comparable. Vraiment avec l'idée de se dire cette entreprise vient de partir en fumée. Elle n'est pas partie en fumée matériellement, mais d'un point de vue d'actifs immatériels, c'est le cas. Tout a disparu, on n'a plus la main sur quoi que ce soit. Donc c'est très fort comme moment. Et c'est là où on a la beauté de ce qu'on fait nous au quotidien, ce qui nourrit tous nos développeurs, nos commerciaux, nos responsables juridiques, nos souscripteurs. C'est qu'on a un métier où tous les jours on vérifie que la promesse de prévention, de crise ou d'assurance, elle a un impact positif immédiat. C'est vraiment la beauté aussi de ce risque-là, c'est qu'il évolue tout le temps, mais il vient très vite répondre à des enjeux dans la vie réelle. Alors on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. L'intelligence artificielle va vous permettre d'accélérer, va vous permettre de faire beaucoup de choses, mais
il a son côté, il a son côté noir, il a son côté sombre. Hein, c'est les deux côtés de la pièce. Hein. C'est que l'intelligence artificielle, les hackers s'en sont emparés aussi. Ils vont très vite avec. Ils industrialisent les attaques. Est-ce que vous le voyez ça réellement? Est-ce que vous voyez une accélération des attaques? Alors on parlait de plus de fréquences, peut-être moins d'intensité, mais beaucoup de fréquences. Et comment est-ce que vous le voyez sur cette fréquence et sur cette accélération, sachant que je pense que toutes les semaines il y a des nouveautés là-dessus sur ce sujet. Sur l'intelligence artificielle, moi j'ai une vraie conviction qui est que c'est un nouvel outil qui est à la main des attaquants et les attaquants vont s'en servir. Donc ils s'en servent aujourd'hui massivement sur la partie fraude qu'on a brossée tout à l'heure, puisque ça permet de fiabiliser des emails, de tenir compte d'un contexte client, d'un contexte entreprise, d'un contexte culturel. Ça, on le voit de façon massive. Et donc, la hausse de la fréquence et des attaques réussies bénéficie à fond de l'IA. Sur les attaques les plus perfectionnées, on voit encore peu l'apport de l'IA, puisque c'est vraiment le savoir-faire, quelque part, des attaquants qui est encore clé dans les attaques les plus lourdes, les plus techniques, les plus perfectionnées. En revanche, nous, d'un point de vue défense, bien sûr qu'on n'a pas attendu que les attaquants explorent toutes les possibilités de l'IA pour en tirer également les meilleurs retours. On s'en sert pour massivement traiter les alertes, c'est-à-dire qu'on vient faire aussi beaucoup de surveillance des systèmes informatiques de nos clients, et ça permet peut-être de nettoyer le bruit sur ces alertes qui sont remontées pour se concentrer sur les attaques les plus ou les signaux les plus sensibles. Donc ça vient nous aider tout simplement à analyser plus de volume avec un nombre d'ingénieurs qui n'a pas non plus à grossir de façon exponentielle. Et puis ça vient également à nous aider à acquérir beaucoup de données sur les modes d'attaque, ce qu'on appelle la threat intelligence, donc la capacité à comprendre comment des attaquants viennent évoluer dans leur mode d'attaque. Et ça, l'IA permet d'agréger des bases de données, en tirer des enseignements, ingérer beaucoup de data tout simplement, pour en tirer quelques enseignements, parce qu'on peut se noyer facilement dans la data, c'est vrai aussi en cybersécurité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on doit tirer après une année de gestion de sinistre ou une année d'observation de la menace pour être plus fort l'année suivante. Alors sans aller sur des choses confidentielles, mais me vient l'idée, parce que vous êtes quand même à l'amorce des attaques, donc vous devez être en lien, ou vous devez avoir des demandes, je pense, alors soit des services de renseignement, soit des services de police, je ne sais pas si vous travaillez avec ces services-là. Totalement. Ouais. Il y a une vraie collaboration qui existe, notamment au sein d'une structure associative qui est clé en France, qui s'appelle l'Intercert France. Alors, pour expliquer ce qu'est un CERT, c'est une équipe de réponse à incidents. Une équipe justement qui va au contact des attaquants pour aider des entreprises à repartir. Des entreprises d'ailleurs ou des administrations. Et au sein de cet Intercert, il y a à la fois des acteurs privés qui vont être des grandes multinationales françaises, des grandes entreprises du CAC 40, des acteurs indépendants qui sont sur le rideau défensif, Stoic en fait partie et on est un contributeur important de cet Intercert France. Et on a bien entendu les services de l'État qui sont représentés au sein de cette communauté, ce qui permet aux équipes de contre-offensive cyber d'être pas seuls face à des centaines d'attaquants, mais au contraire d'agréger leur savoir, d'agréger leur expertise et d'agréger leur retour d'expérience. L'idée, c'est que tout sinistre un petit peu significatif ou parlant puisse être partagé, alors bien entendu avec des règles de confidentialité évidentes, mais puisse être partagé pour que X dizaines d'autres CERT puissent penser à ce cas et peut-être mieux protéger demain leur système informatique. Oui, parce qu'en fait, alors je ne sais pas si vous pouvez remonter à la source, mais ça dépend des cas, mais vous pouvez identifier un hacker qui attaque un système régulièrement. Et on l'a vu, ils ont arrêté un hacker il y a une semaine. Exactement, il y a quelques jours, tout à fait, dans l'Ouest. Qui avait fait beaucoup de mal. Oui, qui s'était un peu spécialisé d'ailleurs sur les grandes fédérations sur lesquelles il y avait des gros volumes de données. Et 20 ans, hein. Il avait 20 ans. Et il était relativement jeune. Ouais. Ce qu'il faut comprendre sur le partage justement au sein de cette communauté, c'est que le cyber ne peut pas se penser en solo. On a beau être dans des marchés concurrentiels, les attaquants sont tellement organisés et beaucoup d'entre eux fonctionnent comme des entreprises classiques, hein, non pas des individus isolés, mais vraiment des entreprises structurées, méthodiques. Ah, mais j'ai entendu, alors je ne sais pas si c'était aux États-Unis, si tu l'as entendu aussi, il y a des hackers qui alors ils se mettent vraiment comme des entreprises, mais ils avaient même créé une plateforme de relations clients. C'est-à-dire qu'ils avaient même créé un service client derrière qui répondait aux clients. Ça, c'est quelque chose qui va peut-être surprendre tes auditeurs, mais c'est quelque chose qu'on connaît bien, puisqu'en fait, les groupes d'attaquants sont relativement connus, documentés. Tout ce qu'on va agréger
de la gestion des attaques permet souvent d'attribuer des signatures. Parfois, ils revendiquent eux-mêmes leurs attaques sur le Darknet, donc c'est encore plus simple. Et ça permet, avec tout ce qu'on agrège, de nourrir aussi les enquêtes internationales. Puisque bien sûr que police et gendarmerie ne peuvent pas venir s'impliquer dans chaque cyberattaque. En revanche, quand ils agrègent suffisamment de matière sur un groupe concerné, ils peuvent travailler avec de la collaboration internationale à faire tomber des réseaux. Donc c'est toujours une course sans fin. Réseau, hein. C'est plus le petit âge. Non, c'est pas de l'artisanat. C'est pas de l'artisanat qui est fait au fin fond de l'Afrique avec un espèce de faux site internet, mais que tu vois tout de suite. Aujourd'hui, c'est très méthodique. Donc il faut aussi avoir une approche en face méthodique et surtout collaborative. Nous, on contribue beaucoup à des groupes de travail qui nous prennent du temps, du partage de données, mais on est certain que ce collaboratif bénéficie à toute la communauté. Alors, on parlait des agents IA. Vous allez... c'est un de vos gros développements actuels. Comment vous créez des agents IA et comment ils vous servent justement dans votre métier? J'ai peut-être un exemple assez parlant à te livrer. On parlait tout à l'heure du traitement d'alerte de façon relativement massive ou automatisée. On parlait de la fraude en début d'échange ensemble, et sur la fraude, on a livré une exclusivité sur le marché français cette année, qui est de venir agréger une couverture fraude, donc indemniser les conséquences d'une fraude financière pour une entreprise, à une solution technologique qui va venir découvrir des tentatives de fraude dans les boîtes mail. Si on se parle de fraude, on a évoqué du WhatsApp tout à l'heure ou du téléphone, c'est relativement marginal en fréquence. Plus de 90% des fraudes passent par de la boîte mail, tout simplement. Et donc, on a créé un premier outil IA qui vient scorer dans ta boîte mail, Charles, dans celle de ceux qui nous regardent, des comportements qui pourraient être suspicieux. Peut-être des mails rédigés par intelligence artificielle, des mails qui ont des formules d'urgence, d'insistance, qui sont... sur le verbatim. Exactement, visibles dans le texte. On va faire du rapprochement d'IBAN. Aujourd'hui, on a des acteurs technologiques qui ont agrégé des grandes bases d'IBAN fiables pour venir tout simplement authentifier que l'IBAN d'une facture, d'une demande de paiement est légitime, et à l'inverse, venir identifier dans des pièces jointes des modifications qui ont pu être apportées. Puisqu'un des modes d'attaque les plus classiques en fraude, c'est de venir dans une facture légitime, remplacer tout simplement l'IBAN de paiement par un IBAN frauduleux. L'attaquant encaisse les fonds et le client s'en rend compte plusieurs jours, semaines après, lorsqu'il se rend compte que finalement le paiement n'est pas arrivé à destination. Donc ça, c'est un outil IA typiquement dont on est très fier, sur lequel nos équipes ont beaucoup travaillé l'an dernier, qui vient enfin préventer ce risque fraude sur lequel le marché était relativement aveugle jusqu'à aujourd'hui. On parlait du réseau de distribution. Alors, on parlait tout à l'heure des freins des chefs d'entreprise à souscrire peut-être une assurance cyber. Moi, je crois aussi qu'il y a quand même une grosse part aussi d'évangélisation des réseaux de distribution et que je vois aussi des freins de la part des agents, de la part des courtiers. Alors, ça peut être des freins, ça peut être des croyances, ça peut être... Moi, j'ai vu certains intermédiaires qui pouvaient me dire qu'ils avaient peur de vendre ce produit-là parce qu'ils se disaient que peut-être que dans quelques années, il y aurait des fortes augmentations sur ce produit-là, ou parce qu'ils ne comprennent pas ce produit même. Donc, je pense qu'il y a aussi un enjeu de simplification pour ces réseaux. Et là, vous avez une démarche sur ce sujet-là aussi. Oui, je pense qu'on en a fait vraiment un pilier de l'entreprise, qui est non seulement d'avoir, bien entendu, une approche technologique de premier niveau, une équipe d'ingénieurs de très haut niveau également, mais à nouveau de se rendre très simple d'accès pour le client final et pour l'intermédiaire d'assurance. Donc moi, aujourd'hui, j'ai une équipe dédiée qui fait de l'accompagnement auprès des réseaux de courtiers, d'agents généraux, pour venir faire tomber ces petites croyances limitantes que tu évoquais et les aider à déjà parler de ce risque à leur client final, que ce soit des TPE, des PME, des ETI. Ces équipes-là, elles vont avoir deux rôles. Premier rôle, ça va être un rôle de formation assez classique, mais de formation pragmatique, pas théorique sur le risque cyber. Et donc, ils font ça tous les jours auprès de nouveaux agents, de nouveaux courtiers qui veulent se saisir de ce risque, mais qui ne savent pas par quel bout l'envisager. Et puis un effort d'accompagnement sur les premières ventes. Ce sont des experts, des consultants chez nous qui vont venir monter en tripartite avec l'agent ou le courtier et son client final pour venir comprendre l'activité du client, à quel point l'informatique peut demain le mettre en difficulté si l'informatique tombe, et de venir dessiner avec lui les quelques scénarios qui vont créer le tilt dans l'esprit du client. Ouais, vous mettez en place des rendez-vous visio, c'est ça, avec Exactement. le client. On appelle ça du diagnostic cyber, un nom très simple pour dire qu'en 1 heure, on fait le tour de ce qui doit être un enjeu client.
Et cette démarche, elle est pertinente pour le client final, c'est certain, mais elle est surtout pertinente pour l'agent ou pour le courtier, puisqu'il va découvrir après 2, 3, 4 exercices répétés, la fameuse découverte à 360 qu'on aime faire pour un client, et comment on répond aussi aux objections les plus courantes, qui sont toujours des objections assez classiques face à ce risque. Les objections du client, les objections des intermédiaires. Je pense qu'on va avoir les deux rideaux. Niveaux là. C'est pas simple. On parle du futur de l'agence, du futur de l'assurance dans cette émission. Moi, j'aime bien aller décrypter ça aussi, et c'est de se dire aussi en quoi le risque cyber est une première étape peut-être sur cette mutation du métier, qui est peut-être un métier qui est en train d'évoluer sur un métier de prévention, sur un métier de conseil, sur un métier de service. Je pense que la santé ne va pas être épargnée non plus alors épargnée dans le bon sens du terme, mais par ce changement de posture. Moi, je pense qu'il y a une opportunité dingue pour un agent ou pour un courtier de se saisir de ce risque cyber. Déjà parce que c'est un sujet nouveau sur lequel il va déplacer le discours de l'assurance pure vers, comme tu l'as dit, un discours de prévention. Et ça, tous les clients y sont sensibles. Et moi, je le vois avec les réseaux avec lesquels on travaille. La sensibilité de l'agent ou du courtier fait qu'il retrouve du plaisir dans cette démarche d'accompagnement en démarrant par la partie préventive. Donc je vois vraiment ça comme une démarche de pionnier. Et aujourd'hui, on voit les agents et les courtiers qui ont pris de l'avance sur ce sujet, qui en font un élément différenciant pour non seulement répondre aux besoins de leur portefeuille, mais parfois même aller chercher de la clientèle nouvelle par cette porte d'entrée cyber. Donc ça demande un peu d'effort au début pour se saisir de la matière, mais une fois que c'est fait, on a vraiment un retour qui est très positif. Et je suis aligné avec ce que tu évoques sur le fait que ça va redessiner, je pense, l'assurance de demain, qui est que toute ligne d'assurance qui n'aura pas pensé comment, par de l'outil, par de la méthode, elle vient traiter un sujet de prévention ou de découverte côté client, elle va se retrouver mise au second rang. Là, je pense qu'il y a une évolution vraiment clé. Tu dessinais tout à l'heure des acteurs de la santé qui ont créé des plateformes également de prévention, de challenge sportifs, que sais-je. Un utilisateur aujourd'hui ne veut plus seulement être certain qu'il sera couvert en cas d'assurance, il veut comprendre comment il peut réduire son risque, l'éviter, et peut-être payer moins cher demain s'il est bon élève et s'il a fait des efforts. On est 100% convaincu que ce modèle-là est un modèle gagnant. Et peut-être point important sur le rebond que tu évoquais de certains agents ou courtiers qui pouvaient avoir peur de la dérive de ce risque dans les années qui viennent. Nous, on est convaincus qu'un assureur cyber qui n'a pas intégré la prévention dans toutes ces étapes peut demain, en effet, se retrouver avec un premier événement systémique de grande ampleur à fermer une politique de souscription, devoir majorer de façon significative son portefeuille, voire décider de quitter totalement cette branche-là. On l'a vécu sur le marché européen avec des acteurs qui ont décidé du jour au lendemain d'arrêter le risque cyber parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise de ce qui avait été souscrit. Je pense que pour un intermédiaire, aujourd'hui, mais même dans quelques années, ne pas proposer ou ne pas vendre un contrat cyber, ça va être un défaut de conseil. Totalement aligné sur le regard juridique ou technique. Et je pense qu'en plus, c'est se priver à nouveau d'une opportunité dans laquelle la matière est intéressante. Mais pour aller plus loin que ça, c'est même un défaut de conseil, même dans son rôle d'intermédiaire. Il n'a pas bien conseillé son client, il ne l'a pas bien équipé, il ne lui a pas bien parlé de ce risque-là. Et du coup, il a exposé son client. Tu as raison. Je pense qu'il y a une vraie responsabilité des tu as raison, de distribution. Et on a vu les premières jurisprudences tomber non pas sur l'intermédiation en assurance, mais sur un secteur qui est tout voisin, qui sont les prestataires informatiques. On a eu l'an dernier une première confirmation d'une cour d'appel en France qui a condamné un prestataire pour défaut de conseil sur la sécurisation du système informatique, en l'occurrence des sauvegardes. Et donc l'entreprise qui avait vécu un rançongiciel s'est pas arrêtée là, s'est dit qu'elle avait des professionnels autour d'elle pour la conseiller sur ces risques et a assigné son prestataire. Demain, ça pourrait tout à fait être le cas d'un intermédiaire d'assurance sur lequel l'entreprise qui est allée en liquidation judiciaire ou qui a eu un impact très fort sur son compte d'exploitation se retrouve surprise de ne pas avoir eu de couverture adaptée et vienne demain assigner son intermédiaire en assurance. Alors on parle de coûts, on parle de risques systémiques comme les catastrophes naturelles. On va essayer de se projeter un peu dans le futur. Comment tu vois un peu évoluer l'assurance cyber, même si on n'est pas devin. Et on le voit avec l'intelligence artificielle qui va à une vitesse tellement folle qu'il y a des risques qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques mois. Est-ce que tu penses, toi, que face à ce risque, alors on partait des 14 milliards d'euros, tu vois, face à ce risque-là, est-ce que l'assurance seule va pouvoir supporter ce risque-là dans le futur ? Tout dépendra du modèle qu'elle choisit. C'est ce qu'on commençait à bien brosser dans cet échange, c'est qu'une approche assurantielle pure ne pourra pas traverser ces événements systémiques, c'est certain. Si en revanche on vient
généraliser cette approche préventive, on crée un écosystème qui est beaucoup plus résilient. Et à nouveau, ça ne se fera pas simplement entre professionnels de l'assurance, mais il faut accepter de créer cette résilience avec les professionnels de l'IT. C'est notre métier aussi, de venir aider ces deux communautés à se parler. Ceux qui sont le premier rideau du quotidien pour des entreprises sur le risque cyber, ce sont justement les professionnels de l'informatique, qui partent parfois, pour certains d'entre eux, de très loin d'un point de vue sécurité également. La sécurité est un autre métier que l'informatique en tant que tel. Donc ils ont, comme des intermédiaires d'assurance, des degrés de maturité qui sont différents. Donc moi je pense que le modèle de demain sera un modèle hybride, un modèle dans lequel on aura beaucoup tiré parti de la technologie face à cette menace cyber. On sera venu mettre un rideau défensif assurantiel de bon niveau en face, et on aura fait en sorte que ces deux logiques travaillent de concert. Nous, on a créé notre modèle en intégration, donc c'est même pas une collaboration, c'est qu'on a pensé le modèle comme un modèle hybride depuis le début. Mais si je dézoome sur le marché européen, sans ça, on aura en effet des événements très volatiles dès qu'on aura une crise cyber un peu significative. J'ajouterai un point là-dessus, c'est qu'on voit beaucoup d'hybridation dans la menace aussi. La fraude était un risque séparé il y a quelques années. Et puis là, on voit, année après année, mois après mois, avec l'accélération de l'IA, que fraude et cyber sont maintenant des événements extrêmement liés, dans lesquels il est très compliqué de démêler ce qui est de la fraude pure et ce qui est du risque cyber. Donc imagine d'autres risques émergents demain avec l'IA agentique, par exemple. L'hybridation a de beaux jours devant elle. Donc on ne pourra plus penser la défense simplement on en parlait vraiment en off, on en parlait de cette hybridation avec ces différentes couches de technologie, de prévention, d'assurance et d'humain. Et toutes ces couches-là fait votre modèle, en fait, c'est vraiment ça. Exactement. Ouais. Comment tu le vois, toi, ce marché évoluer dans les 10 prochaines années? Alors, toujours très compliqué de se projeter à 10 ans, parce que comment vous peut-être qu'il y a 5 ou 6 ans, on aurait été incapable de citer l'IA et l'IA agentique comme quelque chose d'émergent et de massif sur le marché. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un début d'effet boule de neige, un snowball effect sur la partie acculturation du marché. Beaucoup ont pu avoir le sentiment de prêcher dans le désert depuis 5 ans, 10 ans pour les plus précurseurs. On voit que la prise de conscience est maintenant générale. L'effort est maintenant à pousser côté distribution. Et c'est un très beau défi à relever, d'arriver à généraliser cette approche cyber dans tous les portefeuilles, que chaque assureur généraliste du marché en fasse également une brique clé dans sa politique produit. Et avec ça, je pense que le marché va accélérer très rapidement, avec, comme je le disais juste avant, un tri peut-être entre des approches figées sur un modèle très traditionnel et des approches préventives qui vont, je pense, tout simplement répondre aux besoins du client. Quand un produit ne trouve pas son marché, on peut blâmer le client, mais souvent il faut blâmer quand même celui qui a pensé et conçu le produit. Donc nous, on a vraiment une conviction que si on écoute bien nos clients et qu'on suit bien les attaquants, on aura normalement la bonne réponse à pousser en face. Stoïc, dans les années à venir, vous voulez avoir une dimension internationale. Alors vous avez une dimension européenne. Donc en Allemagne, vous êtes présent en Allemagne, vous êtes présent en Belgique, vous êtes présent en Hollande, vous êtes présent en Espagne, tu me disais. Oui. On ne s'interdit pas de regarder d'autres marchés. Okay. Aujourd'hui, on a la conviction... Anglo-saxon, pas trop, tu me disais. Pour l'instant, vous le regardez. Peut-être pas dans les prochaines étapes. C'est un marché qu'on regarde de façon extrêmement fréquente, parce que c'est un marché qui nous aide à apprendre aussi. À nouveau, le marché américain est bien plus gros que le marché européen aujourd'hui sur le risque cyber. Nous, la conviction qu'on a, c'est qu'il y a énormément à faire sur le marché européen. Tu parlais des taux d'équipement très bas en France. Ils sont parfois plus élevés, comme c'est le cas en Allemagne, mais pas non plus dans des proportions de saturation du marché. Donc on a cette ambition avant tout d'être le ciseau de l'Europe et de venir mailler ce tissu d'entreprises européennes. Donc il reste l'Italie, il y a quand même 2 gros pays encore à adresser quand même. Voilà, je lèverai aucune confidentialité, mais il reste encore des beaux pays, tout à fait, qui sont aussi des pays à haut potentiel. Ouais. Notre ambition demain, c'est de continuer du coup à adresser ce segment qui est un segment de PME, de TPE et d'ETI. On a une très forte expertise sur les ETI, donc on s'arrête à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est le gros du tissu économique français, et qui sont des entreprises à nouveau qui ont des attentes. On avait fait un petit sondage IFOP, il y a maintenant 2 ans, sur les attentes des entreprises face au risque cyber, et c'était assez massif de voir que plus de la moitié d'entre elles attendaient du conseil proactif de leur assureur. Donc c'est pas tellement qu'elles n'ont pas voulu se saisir de ce sujet, ou qu'elles trouvent que c'est un sujet qui les concerne pas du tout, mais elles attendent aussi d'avoir leurs interlocuteurs du quotidien qui viennent faire l'effort de prévention. Et si on le fait du coup bien, on va au bout de cette démarche. L'Asie, vous interdisez l'Asie ? Non, c'est des choses qu'on regardera aussi. Aujourd'hui, on s'interdit... Peut-être 2 points à Singapour. On s'interdit absolument à rien. Il faut toujours qu'il y ait quand même de la valeur ajoutée à venir apporter sur le marché.
Et donc pour chaque ouverture de pays, on a l'enjeu d'avoir bien entendu le bon contexte pays, mais d'avoir aussi les bonnes personnes, souvent en tête que la réussite de Stoic, c'est une réussite qui est le cumul des profils qu'on a en interne. Et donc on veut vraiment toujours avoir ce degré d'exigence vis-à-vis de nos courtiers, vis-à-vis de notre client final, pour, sans trop grossir, venir dégrader de la qualité de service, mais à l'inverse, continuer la croissance tout en ayant une bonne qualité au bout du tuyau. Ok, merci Thomas. Merci à toi Charles pour l'invitation. Si je suis intermédiaire, je veux travailler avec Stoic, je fais comment ? C'est relativement simple de nous trouver sur Internet ou sur LinkedIn et puis de venir demander une ouverture de code. Ouais. On a un bon maillage territorial pour créer de la proximité aussi. Ok, parfait. Donc, ce sera avec plaisir qu'on accueillera les auditeurs. Bon, merci pour ce partage, c'était intense. Et puis, restez, parce que l'épisode n'est pas terminé. Merci pour tes questions, Charles. Non, il n'y a pas de souci. Et on fait une immersion chez Stoic, donc restez, parce qu'on a fait un petit reportage chez Stoic. Donc voilà, restez. Et puis, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, on va continuer à écrire le futur de l'agence, le futur de l'assurance. À bientôt. Merci. Bonjour, bienvenue dans le futur de l'agence. Aujourd'hui, un épisode en immersion, une immersion un peu particulière, puisqu'on va pousser la porte de Stoic France, l'acteur incontournable du cyberrisque en France. Derrière ce mot se cachent des données vulnérables, des entreprises sensibles et surtout des PME qui peuvent se retrouver bloquées en 5 minutes sur leur activité. Et pour cela, nous allons rencontrer Thomas Renaud, DG de Stoic France, avec qui j'ai déjà enregistré un épisode. Mais surtout, je souhaite aller beaucoup plus loin avec les équipes de Stoic, aller au cœur de leur process, comprendre comment ils fonctionnent, comprendre leur process, comprendre comment ils gèrent une crise et comment ils accompagnent les entreprises au quotidien. Une immersion au cœur des équipes, une immersion au cœur du terrain et une immersion au cœur du cyberrisque. Allez, suivez-moi. Thomas, merci de nous recevoir. Est-ce que tu peux nous présenter, alors on est chez Stoic, donc au plein cœur du réacteur, comme on dit. Est-ce que tu peux nous présenter les services, comment vous êtes organisés chez vous ? Avec plaisir, je te propose de faire un tour peut-être. Génial. Donc là, on est vraiment au cœur de la ruche dans laquelle on va avoir la double expertise qu'on a déjà pu balayer ensemble, c'est-à-dire des experts côté assurance, souscription, fonction légale, sinistre, etc. Et puis les experts techniques côté métier, qui vont aller de la découverte côté client du risque jusqu'à la partie réponse à incident. L'idée, c'est d'avoir au sein d'une même entreprise, tu l'as compris, ces deux expertises de bout en bout, depuis la souscription du client jusqu'à la réalisation du sinistre. Et puis on va pouvoir travailler ensemble, tout simplement pour trouver les meilleures solutions côté client ou côté agent. Là, typiquement, tu vas avoir toutes les équipes qui vont porter pour nos clients la partie préventive, les outils de prévention qui vont soit limiter le risque, soit limiter l'intensité du risque au moment où le sinistre survient. Ça va être des profils qui sont soit technico-commerciaux, soit des ingénieurs en cybersécurité. Et puis, on va aller découvrir un petit peu plus loin le cœur, cette fois-ci, un peu caché de la ruche, qui sont toutes les équipes de développement. Développement aussi bien des interfaces côté client que des interfaces de distribution côté courtier partenaire. Donc les équipes de développement là sont réparties sur les deux plateaux. Donc là pour le coup, Charles, je vais te présenter les équipes de prévention qui sont au service du client sur tout ce qui va être outils de cybersécurité en amont de la réalisation du sinistre. Sur l'autre partie, c'est toute la partie assurance que tu vas retrouver. Bonjour, je m'appelle Aymeric Picot. J'ai rejoint Stoic il y a maintenant 3 ans et demi, en janvier 2023. Et aujourd'hui, je suis responsable des consultants risque cyber, qui est une équipe qui, dans chaque pays, chaque marché dans lequel on est implanté, va accompagner nos partenaires, agents, courtiers et autres partenaires en rendez-vous pour les aider à expliquer le risque cyber et à vendre leurs premières et puis les prochaines polices d'assurance cyber. Notre équipe intervient en amont de la souscription du contrat, puisque notre métier consiste à faire le pont entre la finance et donc tous les enjeux financiers consécutifs à un incident cyber, quel qu'il soit, et on pourra peut-être en reparler plus tard, et puis la technique, puisque quand on parle de contrat cyber, il faut évidemment parler avec les DSI, RSI, RSSI, prestataires informatiques, et donc on va venir faire le pont entre les deux pour aider le partenaire à la fois quantifier le risque cyber pour son client ou pour son prospect, à démontrer comme ça une expertise forte sur le sujet et en même temps de venir vérifier l'éligibilité technique au contrat pour s'assurer que tout est en ordre avant justement cette souscription. Pour analyser le risque cyber d'une société, on va toujours fonctionner en deux temps.
C'est-à-dire qu'on va commencer par creuser quels sont les scénarios qui peuvent se produire pour la société et les conséquences derrière qui vont changer d'un secteur d'activité à un autre. Évidemment, un industriel qui a une chaîne de production ne va pas avoir les mêmes enjeux qu'un commerçant totalement digital ou avec des points de vente physiques. Donc on va commencer par essayer de comprendre comment fonctionne son business, comment est-ce que la société, de manière très pragmatique, gagne de l'argent pour comprendre comment elle serait impactée, disruptée en cas de cyberattaque. Et une fois qu'on fait ce travail de quantification du risque, on va poser le scénario. On va poser toutes les conséquences potentielles d'une cyberattaque aux dirigeants, ce qui va lui permettre de son côté de comprendre ce qui peut se passer, bien souvent de lui faire se poser des questions qu'il n'avait jamais posées auparavant, puisque les dirigeants délèguent très souvent les sujets cyber, les sujets techniques à leurs partenaires, alors qu'aujourd'hui l'assurance cyber c'est un sujet stratégique. Et puis derrière, on va rentrer plus dans la technique pour aller mettre en perspective ces enjeux financiers avec la réalité du terrain. Comment la société est structurée au niveau informatique, qu'est-ce qui peut vraiment se passer, les accès à distance, l'indisponibilité, l'arrêt d'activité, les sauvegardes, la reprise, la capacité à fonctionner en mode dégradé et ainsi de suite. Et une fois qu'on a fini finalement ces deux parties, ça dure 40-45 minutes, on a réussi à poser un vrai diagnostic et on a réussi à faire se communiquer ensemble le directeur financier ou le dirigeant avec ses équipes techniques. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui est porté de plus en plus par les directions qui comprennent l'importance de la problématique. Pendant longtemps, le sujet cyber, et on le voit encore un petit peu, notamment auprès des TPE et PME, a été un sujet qui était porté par les équipes techniques, qui étaient déléguées. En réalité, plus le sujet devient stratégique et plus les directions générales ont besoin de mettre les mains dans le cambouis, d'en prendre conscience, le meilleur schéma est de vous avoir, vous, côté agents généraux, en rendez-vous pour observer comment est-ce qu'on va adresser les sujets, répondre aux objections. Le dirigeant qui est votre interlocuteur et qui à la fin va prendre la décision, et les équipes techniques qui bien souvent arrivent bras croisés en début de rendez-vous en se demandant ce qu'on va encore leur raconter et qui à la fin sont promoteurs parce qu'elles comprennent qu'on va dans la même direction. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans notre portefeuille, on observe deux tendances. On observe qu'il y a tout d'abord un enjeu de fréquence et là, ça va être lié au risque humain. 60% des incidents qu'on a traités l'année dernière, sur plus de 700 sinistres gérés par nos ingénieurs en cybersécurité, ont eu une implication liée à la boîte mail et donc au risque humain. Et derrière ces incidents, on va retrouver tout ce qui est notamment la fraude au président, aux faiseurs de virements, qui prennent de plus en plus d'ampleur avec les avancées de l'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, on a un enjeu d'intensité, non plus de fréquence cette fois-ci, mais qui est beaucoup plus proche de ce que vous connaissez en dommages avec le risque incendie, qui est le ransomware ou le rançongiciel. Celui-ci peut vraiment mettre en péril la vie de la société. Et ce qu'on réalise, c'est que sur ces deux aspects, l'approche va être assez généraliste encore aujourd'hui et va bien souvent manquer de profondeur dans la protection qui est mise en place. Sur la fraude, il faut pouvoir mettre à jour beaucoup plus rapidement l'expertise technique avec des logiciels de nouvelle génération, il faut de la formation, il faut de l'accompagnement, il faut de la proximité que bien souvent les équipes informatiques n'ont pas la capacité humaine, si on parle d'une TPE, d'une PME ou d'une ETI, de déployer au quotidien. Et donc elles ont d'être accompagnées sur cet aspect-là. Et puis sur l'aspect ransomware, on observe que dans l'immense majorité des cas, ça va faire suite à des accès à distance qui sont compromis. Et ici, c'est un point qui est bien souvent oublié de la part notamment des dirigeants qui n'ont pas cette connaissance. C'est qu'une société, elle a un site internet que tout le monde peut voir depuis l'extérieur de son système informatique. Tout le monde y pense. Et bien souvent, un industriel vous dira, ou un grossiste, ou un logisticien, « Oui, mais moi, mon site internet, c'est pas très grave s'il tombe. » La réalité, c'est que ces sociétés-là ont des gens qui télétravaillent, ont des commerciaux itinérants qui vont accéder à distance au système. Qui dit accès à distance dit que n'importe qui peut à distance voir les portes d'entrée du système. Et si ces portes d'entrée ont été mal protégées, c'est un accès direct dans le système. Et c'est ça la cause principale de cyberattaques qu'on va observer. Nos consultants sont des vulgarisateurs et donc ils vont vous parler en termes simples aux équipes techniques et aux équipes financières pour que les deux mondes se comprennent. Une analogie pour vous donner un exemple qu'on adore utiliser en rendez-vous, c'est comment est-ce qu'on explique un système informatique à quelqu'un qui n'est pas du monde informatique. On va lui dire, oui, votre système informatique comme une maison. Elle est visible depuis la rue, toutes vos affaires sont à l'intérieur. À l'intérieur, c'est compartimenté en pièces, en étages. Mais cette maison, en fait, si je fais le tour du quartier, ou si j'ai un drone qui le survole, je vais voir toutes les manières d'y rentrer. Les portes, les fenêtres, le garage. Et donc, nous, notre travail chez Stoic, ça va être de venir regarder toutes les semaines si toutes ces portes, toutes ces fenêtres sont bien ou mal fermées.
et de venir comme ça toquer à la porte si on voit qu'en partant en vacances ou si on a une fenêtre qui était juste refermée, repoussée, mais pas verrouillée. Même si aujourd'hui on entend moins en moins des dirigeants nous dire « oui mais je suis trop petit pour être attaqué, pourquoi moi ?» alors que finalement il y a des sociétés du CAC 40 qui ont plus que pignon sur rue, pourquoi est-ce que je serais concerné par une cyberattaque? La réalité c'est qu'aujourd'hui les attaquants sont opportunistes. Ils ne ciblent pas les sociétés et aidés par toutes les nouvelles technologies, ils vont être capables de mettre en place des actions à grande échelle, effectuer des campagnes de phishing auprès de millions de personnes, scanner des sites internet de millions de sociétés. Et ça aujourd'hui c'est facile à faire pour peu qu'on aille un petit peu sur YouTube, regarder comment faire et qu'on ait un peu de puissance de calcul. Pour vous donner une image qui parlera à tous les dirigeants, aujourd'hui un attaquant c'est comme un chalutier. Il part le matin, il lance son filet, il racle les fonds marins toute la journée et puis le soir quand il remonte son filet, il n'a pas ciblé un poisson plus qu'un autre. Par contre quand il va remonter son filet, à ce moment-là seulement, il va regarder ce qu'il a pêché et puis il va prendre des décisions en fonction de ce qu'il veut garder, de ce qu'il veut rejeter. Un attaquant fait la même chose, une action à grande échelle et c'est seulement lorsqu'il va être rentré dans votre système informatique qu'il va regarder où il est arrivé et qu'il va se dire quelle est la prochaine étape. C'est la raison pour laquelle, et on le voit nous dans nos statistiques, aucun secteur et aucune taille de société n'est mieux protégé ou est plus immunisé que les autres. Tout le monde est concerné, donc la question c'est comment est-ce que je suis préparé au jour où ça va arriver. Donc l'idée là c'est d'avoir la partie assurance, d'avoir tout ce qui va être souscription avant la réalisation du contrat, la mise en place du contrat, toute la partie sinistre, indemnisation, puisque c'est une fonction qu'on a totalement internalisée chez nous, qui travaille en lien direct bien entendu avec la partie crise. Il y a les deux dimensions dans le métier, entre la crise technique et puis ensuite l'indemnisation côté assurance. Et on a aussi toute une équipe data, parce que pour nous c'est clé d'avoir beaucoup d'analyses de la donnée, que ce soit sur le comportement des cyberattaquants ou l'évolution du marché pour qu'on suive les évolutions de nos clients en termes de chiffre d'affaires, d'exposition IT. Donc il y a une grosse équipe de data scientists qui viennent faire ce travail-là. Du coup j'avais une question. Comment vous vous protégez, vous, du coup? Parce que vous êtes au cœur du truc, quoi. C'est un bel enjeu. Déjà, en cybersécurité, il faut toujours avoir l'humilité de se dire que n'importe quelle entreprise est une cible et Stoic peut être également une cible un matin. Donc, on a tout simplement l'obsession d'avoir les meilleurs standards de cybersécurité, répétés, testés, éprouvés. Et puis, c'est la meilleure manière de se sentir serein face à une menace qui, dans tous les cas, reste présente. Donc là, des équipes assurance, c'est ça? Et là, il y a aussi des équipes data qui sont également présentes ici. Bonjour, donc je suis Théo Bourg, ingénieur cybersécurité au sein des équipes de Stoic. Si on utilise le terme vraiment technique, l'acronyme c'est le CERT de Stoic, donc l'équipe qui va aider nos assurés lorsqu'ils ont des incidents cyber. Si je dois rapidement expliquer, l'assuré par exemple remarque qu'il a subi une fraude, remarque qu'il y a une boîte mail qui a été compromise d'un de ses collaborateurs qui envoie des mails bizarres. Il nous appelle directement, on est en 24/7 sur astreinte et il y a directement un ingénieur de l'équipe qui va répondre et qui va l'aider sur toute la crise pour à la fois le côté très humain, de le rassurer, d'expliquer les risques, d'expliquer ce qui est en train de se passer, mais aussi des éléments plus techniques. Et c'est une équipe qu'on a sur l'ensemble des marchés pour permettre à nos assurés, non pas, j'ai envie de dire, d'appeler par exemple le week-end et de devoir parler anglais dans une autre langue, non. Dans tous les marchés, on a une équipe pour aider nos assurés dans les sinistres qu'ils peuvent connaître. Dans le cas d'un sinistre cyber, si on prend le plus marquant, le plus chaotique, celui qui a le plus d'impact, c'est-à-dire le ransomware, c'est une attaque dans laquelle les attaquants vont chiffrer tout le système. Directement, les assurés vont nous appeler et ce sera un membre de l'équipe qui va prendre le téléphone et qui va, dans un premier temps, essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est souvent, l'assuré n'est pas technique, n'a pas forcément les connaissances et la totale compréhension de ce qui est en train de se passer. Et donc nous, c'est notre premier rôle, de bien comprendre ce qui s'est passé. Et ensuite, de travailler avec notre assuré sur tous les axes pour la reprise d'activité. Quand je dis tous les axes, c'est à la fois un axe très humain, de parler avec le comité de direction, de leur expliquer les prochaines étapes, de leur expliquer les impacts de cette crise, à la fois sur le côté technique, où en tant qu'ingénieur cyber, on a comme objectif de comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est très important de comprendre ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise. Si je reprends cet exemple de ransomware, l'attaquant est rentré et a tout arrêté. Si on relance tout, sans comprendre comment l'attaquant est rentré,
ça n'a aucun intérêt. Notre but est de comprendre quelle porte était mal fermée, quelle fenêtre il a cassé pour rentrer. Et comme dernier axe, quand on intervient, c'est aussi forcément aujourd'hui toute la partie légale et de communication. On va aider notre assuré pour, voilà, il faut qu'il aille porter plainte directement. S'il y a des données qui ont été sorties, on va pouvoir parler de déclaration CNIL, parce que c'est aussi un enjeu qu'on vient traiter. Et également, dans une crise, c'est la communication qu'on fait auprès de nos salariés, qui peuvent être aussi inquiets, peur de perdre par exemple leur emploi parce que l'entreprise est à l'arrêt, ou bien les clients pour également les rassurer sur le fait que tout est en train d'être géré et qu'ils seront tenus au courant dès lors qu'il y aura des nouvelles actualités pour l'entreprise. On est une équipe d'ingénieurs expérimentés, c'est-à-dire que on est arrivé chez Stoic avec tous un certain bagage d'expérience qu'on a acquis dans des grands cabinets de conseil. On a été amené à gérer des grandes crises. Pour en citer une, la plus grande par exemple, c'est NotPetya qui avait touché une grande majorité des entreprises françaises. Derrière, donc ça, on a acquis tout ce bagage pour traiter tous les types d'incidents. Et après, chaque incident va vraiment être différent. On a forcément toujours un processus clair parce qu'on est quand même une société d'assurance qui doit se tenir à des règles. Donc, dès lors qu'un assuré, par exemple, nous appelle, on va envoyer un mail pour ouvrir le sinistre, montrer à l'assuré qu'on a bien pris en compte le dossier. Et derrière, vraiment, ça va toujours être différent. C'est comme je l'ai dit, c'est comprendre le contexte. Quand je dis contexte, c'est qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue cyberattaque, mais aussi comprendre le contexte de l'entreprise. Comprendre, par exemple, sa production. Est-ce qu'elle est à l'arrêt, est-ce qu'elle n'est pas à l'arrêt, est-ce qu'on est en mode dégradé. Donc, c'est vraiment contexte de l'entreprise, contexte informatique. Et forcément, si on va jusqu'à la fin du process, il y a aussi toute cette partie de dédommagement. Est-ce que les prérequis du contrat étaient bien respectés? Est-ce qu'il y aura un dédommagement ou non? Donc voilà, aussi on va accompagner jusqu'à la fin sur cette partie légale, où forcément ce n'est pas nous en tant qu'ingénieurs qui allons trancher parce qu'on ne connaît pas les contrats sur le bout de notre main et toute la partie légale. On a une personne en interne qui va s'occuper de cette partie-là, mais bien sûr on l'accompagnera pour que cette personne légale ait les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé. C'est très important, l'aspect humain. Je dirais même que un des premiers aspects pour une crise qui se passe bien, et je mets toujours des guillemets parce que c'est toujours un moment très chaotique, c'est qu'on rassure, on est là pour rassurer. Aujourd'hui, si je reprends cet exemple du système d'information qui est à l'arrêt, un dirigeant ne comprend pas forcément, il comprend qu'il perd de l'argent, il comprend que sa société a des soucis, mais il ne comprend pas par exemple le temps que ça va prendre pour recommencer à produire. Vraiment, et donc nous, tout notre rôle, c'est de vulgariser, de ne pas arriver face à ce comité de direction, d'employer des termes techniques dans tous les sens. Non, on est là pour rassurer, pour structurer, pour vraiment donner au jour le jour à toutes les équipes, à la fois très techniques, et donc là dans des termes très techniques, mais à la fois très haut niveau, plus pour le COMEX, tout ce qui est en train de se passer, comment on avance et à quel moment, par exemple, on pourra reprendre l'activité. Donc très honnêtement, on est formé à ça. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour une bonne crise, une bonne gestion de crise, l'aspect humain est vraiment le plus important, que tout le monde aille dans la même direction et qu'on ne soit pas bloqué par un stress vis-à-vis de la situation chaotique qu'on est en train de subir. Donc dans toutes les crises que j'ai gérées, elles sont toutes assez marquantes, on va dire, par leur intensité humaine, mais il y en a une qui est plus marquante par son côté qui sort un peu de l'ordinaire. Un des éléments lorsqu'on va gérer une crise donc de ransomware, c'est forcément l'attaquant. En fait, pourquoi il fait un ransomware, c'est qu'il va chiffrer le système pour derrière demander une rançon et globalement dire j'ai volé vos données, vous avez votre système bloqué, donc maintenant vous allez me payer pour que je ne publie pas vos données et pour que je libère votre système d'information. Donc un attaquant, il fait ça pour la rentabilité. Et dans toutes les crises, on va négocier avec l'attaquant pour gagner du temps pendant qu'on remonte le système et pour éviter qu'il soit frustré et donc qu'il continue à perturber finalement la manière dont on veut reprendre l'activité. Et il y a eu un cas justement de négociation où pendant une semaine, on disait à l'attaquant un peu moins cher, oui là c'est encore un montant trop élevé, etc. Donc on était vraiment dans une négociation continue au jour le jour. Et au bout d'un moment, à peu près une semaine, on a finalement annoncé on a finalement
annoncé qu'on n'allait pas payer, sans dire qu'on avait bien sûr tout remonté, hein, mais on a fait cette annonce-là et donc l'attaquant s'est énervé, nous expliquant que nous n'avions pas d'éthique, puisque nous avions dit que nous allons payer et que nous avons fait une négociation, nous disant que nous n'avons pas de parole, et donc on s'est un peu retrouvé dans un schéma où c'est l'attaquant qui, dans son activité illégale, vient nous reprocher que nous ne sommes pas professionnels, nous n'avons pas d'éthique, nous ne savons pas travailler, et donc c'était une conversation assez amusante où les rôles s'étaient pas mal inversés avec les critiques de cet attaquant-là. Dans un premier temps, il faut vraiment avoir la pleine conscience que les groupes d'attaquants tapent et attaquent tous les types d'entreprises. Une petite, une moyenne, une grande, une société qui fait du service, une société qui produit, qui a des usines, vraiment, ils tapent sans regarder et ils rentrent, ils sont là juste pour faire de l'argent. C'est vraiment dans un seul aspect de rentabilité qu'ils font cette activité. Et donc, toute entreprise peut demain subir une cyberattaque. Et lorsqu'on subit une cyberattaque, il est important d'être préparé et d'avoir déjà réfléchi en amont à comment je pourrais travailler si je n'ai plus de système informatique. Souvent dans ces cas-là, on va juste se dire que l'équipe informatique doit avoir en tête, d'accord, comment je vais remonter mon système? Je vais d'abord faire ça, puis cette étape, puis cette étape. Mais en fait, une gestion de crise et une préparation à la crise, c'est vraiment tout le monde qui doit penser à comment demain je pourrais travailler si je n'ai plus de système informatique. Dans un secteur industriel, par exemple, c'est le chef de production qui a en tête que si demain il n'a plus d'informatique, il peut quand même produire, peut-être en mode dégradé, de telle et telle façon. C'est au niveau, par exemple, RH, si jamais, pareil, on n'a plus d'informatique, on peut quand même continuer nos activités, toujours bien sûr hein, du mode dégradé, mais on peut toujours continuer, on n'est pas bloqué et on n'est pas non plus, lorsqu'on est bien préparé, on retire une certaine panique vis-à-vis du chaos qui arrive lors d'une crise. On a la préparation, forcément on est très paniqué, hein, ça, le facteur humain on ne pourra jamais le retirer, mais au moins après 2-3 heures où on s'est un peu posé, on a un peu soufflé, on peut reprendre les petites fiches qu'on s'était préparées pour justement continuer en mode dégradé pendant la crise et éviter que cette crise ait trop d'impact sur, comme je l'ai dit, à la fois l'entreprise mais aussi sur chacun des salariés qui peut être inquiété par ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est votre espace. Là, c'est un petit peu l'espace de convivialité, que ce soit pour partager un café, pour que les équipes puissent déjeuner. Vous recevez des clients ici? Et il nous arrive régulièrement de recevoir plutôt des courtiers et des agents qui travaillent avec nous. Ce qui leur permet de pouvoir rencontrer les équipes pour parler de la vie du contrat, pour parler de nos évolutions produits. On aime bien aussi construire beaucoup de nos évolutions, que ce soit côté prévention ou côté assurance, avec les feedbacks que nous font nos courtiers partenaires. Donc les recevoir ici, c'est être en prise directe avec les équipes marketing, avec les équipes produits. Génial. Ça, c'est fréquent. Ok, super. Super vue, Paris. Et la vue est quand même assez incroyable. Les bureaux, je pense que c'est les bureaux qui ont la plus belle vue de Paris. Peut-être pour terminer, 2 pistes de lecture, petit clin d'œil sur 2 sujets qui nous paraissent assez éloignés. Le premier conseil, c'est Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Marc Aurèle, j'adore. C'est un gros éclairage sur le non stoïque, puisque le choix de l'entreprise, c'était justement de faire référence au stoïcisme, avec ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi. Donc en cybersécurité, il y a beaucoup de choses qui dépendent du client, il y a beaucoup de choses qu'ils souhaitent pouvoir confier à d'autres, et donc à Stoic en l'occurrence. Et chez nous, c'est aussi une boussole pour tous les nouveaux collaborateurs. C'est un livre qu'on offre à tout nouvel arrivant et qui lui permet, sur n'importe lesquels de ces sujets, d'arriver à voir clair entre ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. Donc ça, c'est la première piste. Deuxième piste, elle est beaucoup plus technique, mais elle est intéressante, je pense, pour justement ton public. C'est le meilleur ouvrage qui existe sur le marché français de vulgarisation sur le risque cyber. C'est un livre qui a été rédigé par Jérôme Billois de Wavestone. On est sur un roman graphique, en quelque sorte, avec beaucoup d'illustrations qui viennent rappeler la genèse de la cybersécurité et comment ce risque continue d'évoluer en ce moment, avec un petit peu de prospective aussi. Génial. Belle piste de lecture et clin d'œil à Jérôme Billois. Très bien, super. Et puis bien entendu, ça pour le coup, la petite plaquette, mais qui te permettra de bien comprendre ce qu'on fait au quotidien. Bon, on repart avec plein de cadeaux, donc c'est génial. Et puis, merci Thomas. Avec plaisir. Merci pour cette immersion. Je pense qu'on a bien compris
aujourd'hui le risque cyber. On a bien compris comment vous fonctionnez aussi, avec une partie quand même service et une partie conseil qui est quand même très en amont et qui est très importante. Pas que cette partie assurantielle, mais cette partie vraiment conseil et accompagnement des agents sur cette partie-là. Et ce qu'il y a de bien, c'est ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est que vous réussissez à rendre simple quelque chose qui peut paraître des fois un peu compliqué. C'est pour nous la clé. Donc, et c'est ce qui doit permettre dans les années à venir de vulgariser ce risque. Ouais. Merci Okay. Charles. Merci, à bientôt. J'espère que cette immersion vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a passionné. On a appris plein de choses aujourd'hui. Et ce que ça nous dit du cyberrisque, c'est pas un sujet lointain. Le cyberrisque n'est pas un sujet lointain, mais et ne touche pas que les grandes entreprises et n'est pas un sujet technique, mais touche bien l'humain, touche bien l'accompagnement et devient aussi le cœur du sujet et le cœur du conseil des agents généraux. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que Stoic ne se contente pas de faire de l'assurance, mais accompagne réellement les entreprises sur l'audit, sur du conseil. Et je pense que là, on est vraiment sur une mutation du métier qui passe d'un métier assurantiel, je vends un contrat assurance, à un métier de conseil et d'accompagnement des entreprises. Et c'est probablement ça le futur de l'assurance, et c'est ce que j'ai envie en tout cas de communiquer avec vous. Alors si le sujet vous intéresse, si notre chaîne vous intéresse, abonnez-vous, suivez-nous, et on va avoir plein de nouveaux reportages à vous proposer. À bientôt, bye.